présente. Mon nom est Jean-Francis Streffel, je suis le directeur général de la Fondation de la Résistance. Et nous sommes heureux de vous accueillir ici dans cette maison dite des fondations, puisque nous sommes 3 fondations à occuper ces locaux. La Fondation de la Résistance, que je représente, et je salue son vice-président, Bernard Isambert. La Fondation pour la mémoire de la guerre en Algérie et des combats en Tunisie et en Maroc, qui est installée au rez-de-chaussée de cet immeuble. Et la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui nous accompagne dans notre travail au quotidien. Alors la Fondation de la Résistance a pris l'initiative avec l'association Jacques Oudin de cette conférence, et je salue Charlotte Véronique Marion, la présidente de cette association, et Laurent Thierry, historien à la Fondation de la Résistance, qui va copiloter cette conférence. Alors la Fondation de la Résistance, que faisons-nous? Nous nous préoccupons de la période, comme le nom l'indique, 40-44. Nous avons des activités scientifiques et de recherche, et Laurent Thierry tout à l'heure en sera le témoignage du travail accompli. Nous avons des activités pédagogiques, en particulier nous organisons régulièrement le concours national de la résistance et la déportation. S'il y a des enseignants dans l'assistance, ils savent ce que c'est, ce concours qui chaque année est suivi par 35 000 élèves. C'est un des concours les plus suivis de l'éducation nationale, après le concours général. En troisième lieu, nous assurons également la réalisation d'expositions ou de colloques. La dernière exposition porte sur les femmes dans la résistance. Si chez vous, il y a des responsables d'établissements, des responsables de structures, d'associations, ce sont des expositions que nous prêtons très régulièrement. Nous en avons une sur le Conseil national de la résistance, nous en avons également sur Joséphine Baker. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressés par présenter ces expositions. Et puis également, nous assurons un travail de collaboration avec l'ensemble des musées de la résistance qui sont inscrits sur le territoire. Notre implantation est parisienne, et notre volonté est d'irradier au maximum sur le territoire national pour faire connaître cette période de notre histoire de France. Et il faut se dire que dans 15 ans, il y a 100 ans que ces événements se sont passés. 100 ans, un siècle. Donc il y a beaucoup de travail. On compte évidemment sur les fondations mémorielles, dont c'est le rôle, qui ont des ressources pour cela, mais on compte évidemment aussi sur vous tous, et puis sur le réseau associatif qui permet de faire vivre cette période de la période 1940-1940. Voilà, bienvenue dans ces locaux, merci de nous avoir rejoints, merci à l'association Jacques Oudin qui nous aide à faire vivre cet hôtel particulier dédié à la mémoire, et sans attendre, je vais vous céder la parole à vous-même, madame, et à Laurent Thierry pour l'introduction et la présentation de cette conférence. Merci de votre présence à chacun. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous qui êtes présents ici. Bonsoir aussi à ceux qui nous rejoignent par la retransmission en direct sur la page Facebook. D'ailleurs, si quelqu'un peut vérifier sur son Facebook que c'est bien, que le système marche bien, parce que ni Laurent Thierry ni moi-même ne sommes des experts de la retransmission en direct. Voilà, donc je vous souhaite donc la bienvenue de la part de toute la famille de Jacques Oudin, dont je suis la nièce, et je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup à Monsieur le préfet Jean-Francis Streffel, qui est donc le directeur général de la Fondation. Merci beaucoup pour votre accueil dans ce lieu noble, plein d'histoire, et aussi pour le partenariat sur la promotion de cet événement. Alors notre soirée, elle a 2 objectifs. Un objectif historique, déjà, qui est de mieux comprendre comment on peut retrouver des informations du passé, comment on peut faire surgir la vérité en fouillant à certains endroits. Et il y a un deuxième objectif qui est un objectif de mémoire familiale, puisque Laurent Thierry va mener cette conférence autour des recherches qui sont centrées sur notre oncle Jacques Oudin. C'est moi qui tourne les pages, très bien. Attendez, je ne sais pas me tromper. Droite, gauche. Hop. Donc, un petit mot sur le programme. Donc, à la suite de mon introduction, je laisserai la parole à Laurent Thierry pour donc cette conférence qu'on a souhaité intituler « Comment retrouver l'histoire d'un héros mal connu ». On sait que ça parle à peut-être nombre d'entre vous dans la salle.
Et donc, il parlera de ses recherches, notamment sur Jacques Coudin, sur la fin de la vie de notre oncle Jacques Coudin. Il y aura ensuite un temps de questions et réponses. Et pour les personnes qui sont connectées sur la page de Facebook du livre des 9000, déportés de France, passés à Dora, et qui ne peuvent pas lever la main dans la salle, eh bien, vous pouvez nous poser vos questions sur l'adresse mail memoire.jacques.houdin@gmail.com, et je prendrai les questions sur mon iPhone que j'ai dans ma poche. Et puis, enfin, je vous présenterai rapidement les objectifs de cette association, dont le nom est long, hein, Mémoire de Jacques Coudin, donc étudiant, résistant, déporté, mort pour la France, et on voit par ces dates 1921-1945 qu'il n'était pas bien vieux, il est mort à peine à 24 ans. Et puis, il y aura une surprise, une petite attention particulière qui sera offerte aux personnes qui souhaitent adhérer à notre association ce soir. Alors, avant de passer la parole à Laurent Thierry, je voudrais vous dire, si vous me le permettez, quelques mots donc, sur Jacques Coudin et quelques mots sur Laurent Thierry. Alors, Jacques Coudin, c'est mon oncle. C'est une personne, un enfant du 13e arrondissement, qui est donc né en 21, ce qui fait qu'en 1939, il a 18 ans quand il décide de s'engager volontairement dans l'armée. Et puis, faute de combat, comme vous le savez, du coup, il reprend des études et il étudie à la faculté de pharmacie de Paris. Il crée là-bas, dès 1940, un mouvement de résistance étudiante qui s'appelle les Volontaires de la Liberté, avec un magazine qui s'appelle un journal qui s'appelle Le Tigre. Et puis avec son ami aveugle Jacques Lucéran, dont vous avez peut-être entendu parler, il intègre le mouvement de Philippe Vianney, Défense de la France, où il sera responsable donc, de la diffusion du journal du même nom et de la fabrication des faux papiers. Il va échapper par 3 fois à des arrestations. La première fois lorsqu'il est recherché pour le service du travail obligatoire. La deuxième fois, il est arrêté quand il distribue des journaux Défense de la France en plein jour, le 14 juillet 1943. Et il est arrêté, mais il exalte le patriotisme des policiers qui l'arrêtent et il est relâché. Et il va surtout éviter la souricière qui a été tendue sur la librairie de Madame Wagner, librairie du vœu de Louis XIII Bonaparte, qui a vu l'arrestation de Geneviève de Gaulle et d'une très très grosse partie de Défense de la France, où par chance il n'a pas été arrêté à cette époque-là. Mais finalement, il a été trahi par un faux étudiant, un étudiant agent double, Émile Marangin, de la Gestapo française. De la Gestapo, il y en avait plusieurs de Gestapo françaises, mais c'est celle qui s'appelle la Carlingue, sur lequel un livre est sorti récemment de David Alliot, qui a très bien décrit la naissance et le fonctionnement dans le livre du même nom, qui s'appelle la Carlingue, que vous trouverez là-bas, puisque notre oncle est cité dedans. Donc il a été arrêté le 31 janvier 1944, il est très lourdement torturé, emprisonné, il va à Blois, puis à Fresnes. Il y a des témoignages convergents qui prouvent qu'il s'est tué, vraiment qu'il n'a pas du tout dénoncé qui que ce soit, et il se tait jusqu'au coma. À ce moment-là, il est transféré au camp de Compiègne, qui était donc la plaque tournante pour partir en déportation, et il quitte la France le 27 avril 1944 dans le convoi dit des tatoués. Voilà, et il a été déporté quelques semaines à Auschwitz, et puis il part ensuite pour les camps d'extermination par le travail, donc Buchenwald, Dora et Elrich, dont nous parlera Laurent Thierry, bien sûr. Alors, le 13e arrondissement a honoré ce héros en lui attribuant en 1956 le nom d'une rue qui a malheureusement aujourd'hui disparu. Et en plaçant dans l'an 2000, une stèle à sa mémoire dans le jardin des Deux Moulins, si vous connaissez le 13e arrondissement. Ça a été le fruit d'une démarche très persévérante de ma mère, mais qui a été soutenue par Monsieur Béotis, ici présent, alors élu à la mairie du 13e, pour pouvoir ériger cette stèle. Vous n'hésiterez pas à jeter un coup d'œil aux différentes lettres, aux documents, etc., qui sont sur l'exposition, et aussi aux livres. Finalement, tous les livres qui sont au fond sont des livres qui ne parlent pas à titre principal de Jacques Coudin, mais dans lequel il est cité, dans lequel on rencontre pas mal d'informations sur ce qu'il est, ce qu'il a fait. Alors, quelques mots à présent pour le deuxième personnage majeur de la soirée,
Laurent Thierry. Alors Laurent, il a été étudiant en histoire contemporaine jusqu'au doctorat et s'est mis à s'intéresser à la déportation dans le cadre d'un projet qui a été lancé en fin des années 90-97 par la Fondation pour la mémoire de la déportation et qui avait pour objectif le recensement des déportés politiques de la Deuxième Guerre mondiale. Étude qui a fait l'objet d'un livre qui est d'ailleurs sur les tables là-bas, donc dans lequel figurait déjà Jacques Oudin. Donc le fait d'avoir fait cette liste de noms, sûrement, lui a donné envie de poursuivre, et donc depuis 20 ans, il mène des recherches sur la déportation, et il a réalisé en tant que directeur scientifique et historique, avec 70 bénévoles, me dit-il bien de préciser, ce qui est vraiment une grande œuvre. Donc c'est ce livre des 9000 déportés de France passés par Dora. Voilà, et c'est un dictionnaire où il y a pas moins de 9000 biographies qui ont été patiemment reconstituées par un travail minutieux de recherche dans les archives. Alors aujourd'hui, il est chargé de recherche à la Fondation de la Résistance, dont il vous dira peut-être un petit mot supplémentaire tout à l'heure. Et il est responsable notamment d'un outil que je vous recommande, qui est le Musée de la Résistance en ligne, un outil richissime. C'est très très intéressant d'aller le survoler. Et alors le dictionnaire, comme sans doute pour plusieurs d'entre vous dans la salle, ça a été le point de départ de la relation de Laurent Thierry avec la famille de Jacques Oudin. Parce que, effectivement, on entend Laurent Thierry qui évoque ce travail dans une émission qui était sur la chaîne parlementaire. Et puis nous, on sait que notre oncle a été interné à Dora. Donc du coup, mon mari va acheter le livre. Alors le livre 4 kg 2, 2415 pages de papier Bible. Il est sur la cheminée, ouvert à la page de Jacques Oudin. Vous pourrez regarder cette œuvre extraordinaire. Et bien sûr, on a trouvé la biographie de Jacques Oudin. Et alors, quelques jours à peine après, par un hasard assez providentiel, les amis de la Fondation de la Résistance, association à laquelle je suis abonnée, m'envoient une invitation, conférence sur la résistance et les résistants à Dora, donnée par Laurent Thierry. Alors on se précipite, vous imaginez bien, et avec plusieurs membres de la famille, et on prend contact avec Laurent Thierry qui parle de notre oncle alors qu'on ne le connaît pas. Et puis après, il y a eu donc la cérémonie de remise officielle du livre, qui est remis aux personnes de la famille, qui a débouché sur la participation à un premier voyage sur les terres de la déportation, puis un deuxième avec des familles. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait ce voyage au mois d'avril dernier. Et donc, ce sont des voyages que Laurent Thierry organise sur les chemins de la déportation. Et grâce à ses recherches, sans doute à sa curiosité, à sa persévérance, eh bien, nous, la famille de Jacques Oudin... Ah, mais attendez, j'ai pas tourné le... Ah, bah, ça va pas du tout, attendez. Je manque à tous mes doigts, voilà. Donc ça, c'est Jacques Oudin, la rue Jacques Oudin. Et quand il s'est engagé avec son père, à ses côtés, le livre, dont on commence à bien connaître la couverture maintenant, je pense que ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux et autres. Voilà, la page de Jacques Oudin. Je suis désolée, Voilà. Et alors donc... ce que je voulais dire, c'est que grâce aux fruits de ces recherches, nous, on a pu accéder à des informations sur la fin de la vie de notre oncle, qui était complètement méconnue de la culture familiale. Et c'est juste, je terminerai sur ces deux photos, qui sont l'endroit, c'est une gare désaffectée maintenant, donc ça c'est en Allemagne ex-RDA, assez à l'est. Donc ça c'est le lieu de décès qu'on a su par une personne qui a dit « il est mort dans mes bras » à la gare de Rostov. Et après Salzwedel, qui est le lieu de sépulture. Alors sépulture, c'est une fosse commune avec 243 autres malheureux qui ont aussi souffert et qui ont fini à cet endroit leur marche de la mort. Voilà, et avant que tu prennes la parole, Laurent Thierry, au nom de toute la famille Oudin, je voudrais vraiment remercier Laurent très chaleureusement pour sa persévérance. Il mène ses recherches comme un détective, c'est passionnant, et nous a permis d'enrichir le souvenir de notre oncle et de pouvoir transmettre la mémoire de nos proches, notre oncle, mais aussi, pour certains, les proches que vous avez aussi. Ce soir, c'est celle de Jacques Oudin, mais on voulait vraiment tous remercier Laurent et de prendre aussi de son temps ce soir pour partager avec nous ses recherches. Voilà, merci Laurent, Thierry, et à vous tous.
juste, est-ce que quelqu'un s'est connecté sur... Très bien, formidable. Donc nous sommes en direct sur la page du livre des 9000... Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette soirée consacrée à Jacques Oudin et au-delà aux victimes de la déportation et aux résistants déportés. D'abord, je voulais remercier évidemment Charlotte, Véronique et Marie-Oudin pour cette invitation, pour ce projet aussi, et puis aussi pour m'avoir donné l'opportunité de creuser ces recherches, de mener ce travail d'enquête. Je pense que tous les historiens qui sont passionnés de recherche sont évidemment intéressés par cette quête de la vérité et cette découverte de documents. Donc l'objet de cette conférence, ça va être de vous montrer évidemment comment... alors je sais que certaines des familles qui sont présentes ici ont déjà fait ces démarches de recherche pour essayer d'avoir ces informations. Il y a des documents que vous retrouverez pour le parcours des membres de votre famille. Et puis évidemment essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé au travers du parcours de Jacques Oudin, mais aussi un parcours qui concerne plusieurs centaines, voire milliers d'autres déportés de France, et en particulier des résistants. On y reviendra largement. Juste pour compléter, mais simplement, Monsieur Treffel, directeur général de la Fondation, vous a parlé de la lettre de la Fondation. On vous en a mis quelques exemplaires justement sur la presse clandestine, pour faire le lien avec Défense de la France et l'activité spécifique de Jacques Oudin, dans le cadre de la diffusion du journal Le Tigre et de Défense de la France. Et puis la participation aussi chaque année au concours national de la résistance et de la déportation, avec cette brochure qui a été éditée cette année en partenariat avec entre la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation pour la mémoire de la déportation, et qui, je dirais, dont le thème de cette année, la fin de la Shoah, de l'univers concentrationnaire nazi, survivre, témoigner et juger, colle parfaitement avec les thématiques qu'on va aborder ce soir au travers du parcours de Jacques Oudin. Je vous en ai mis quelques exemplaires aussi, n'hésitez pas à regarder et à les prendre si vous le souhaitez. On y parle notamment de l'évacuation de Dora, et aussi de Werner von Braun, au travers des jugements et de ceux qui sont passés au travers des mailles de la justice après la guerre. Alors, nous, au sujet qui nous intéresse ce soir, j'ai l'habitude d'accompagner mes conférences avec toute une série de documents, donc soyez pas surpris, je vais les commenter au fur et à mesure de cette conférence. Je trouve que c'est important aussi de vous montrer à la fois les documents et puis les lieux, pour mieux comprendre aussi ce qui s'est passé pendant ces mois de déportation. Ça intéresse évidemment les différents parcours. S'intéresser au parcours de Jacques Oudin, c'est au-delà s'intéresser à une des périodes majeures de l'histoire du système concentrationnaire nazi. La toute fin de cette histoire, c'est-à-dire les dernières semaines, les derniers mois, c'est s'intéresser à la violence et à la mortalité rencontrée dans ces camps, dans certains de ces petits camps. On en reparlera. Charlotte Marion l'a évoqué tout à l'heure, le cas du camp d'Ehrich, qui est souvent moins connu dans l'histoire de la déportation. Et puis c'est aussi évidemment s'intéresser à cette période particulière qu'ont été les évacuations et les marches de la mort, qui vont causer une très très forte mortalité, et puis là ce qui nous intéresse aussi avec le cas de Jacques Oudin, un nombre énorme de disparitions. Mais j'entends disparition non pas au sens de décès, c'est-à-dire décès lorsque vous avez une preuve, une archive, un document qui vous donne une date, un lieu éventuel de décès, et qui permettront assez rapidement aux familles de pouvoir effectuer les démarches administratives à partir de 1945 pour évidemment enregistrer ces décès. Je parle de la disparition au sens littéral du terme, c'est-à-dire quand vous ne pouvez communiquer aucune information pendant des années, voire des décennies, jusqu'à aujourd'hui, sur la date réelle, effective et le lieu effectif de décès. Et malheureusement, ça concerne plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de déportés. Et cette période des évacuations, évidemment, dans le chaos, même si ce chaos, malgré tout, il est organisé par les SS, on le verra, il empêche évidemment d'avoir ces informations aussi précises. Et la quête qui est celle menée par la famille Oudin et
quête qui est menée depuis 1945 par son père, Georges Houdin, hein, on le voit évidemment dans les documents. Cette quête, elle est commune évidemment à toutes les familles de déportés. Vous retrouverez évidemment des éléments de ces parcours. On va s'intéresser aussi à quelque chose qui concerne la région parisienne, parce que la majorité des personnes dont on va parler et qui accompagnent dans ces derniers moments Jacques Houdin sont très majoritairement des gens qui ont été déportés depuis Paris dans le dernier convoi, le convoi parti de la gare de Pantin, le 15 août 1944, qui, vous savez, les SS organisent vident les prisons parisiennes qui sont peuplées essentiellement de résistants, hommes et femmes, et c'est ce convoi mixte qui part de la gare de Pantin avec plus de 1600 hommes, 550 femmes. Les hommes rejoindront Buchenwald et les femmes seront ensuite transférées jusqu'à Ravensbrück. On est sur cette histoire aussi qui nous intéresse ce soir. Alors, un mot sur les archives mobilisées, mais on y reviendra évidemment au fur et à mesure, mais au travers du parcours de Jacques Houdin, mais qui évidemment intéresse tous les déportés qui ont connu cette période des camps. D'abord, une source essentielle qu'on a utilisée évidemment pour écrire ces histoires, même avant cette quête de mieux connaître les circonstances de la fin de Jacques Houdin. Ces dossiers créés dès l'après-guerre par les services du ministère des prisonniers, déportés et personnes déplacées, ce qui deviendra le ministère des anciens combattants et aujourd'hui rattaché au ministère des armées, le ministère Freinet, du nom d'Henri Freinet, le fondateur du mouvement Combat, qui, dès 1945 vont, avec leur administration, créer les dossiers pour les disparus et les décédés. Il s'agit le plus rapidement possible de dresser ces actes de décès importants. Et puis à partir de 1948, la création par l'État français de cette reconnaissance nationale au travers des titres de déportés politiques et déportés résistants, qui marquent évidemment l'honneur qui est donné par l'État, par la France, à ceux qui sont engagés et qui ont résisté et qui ont été ici en l'occurrence déportés et qui sont parfois disparus dans les camps. Ces dossiers sont d'essence très riches, pour en avoir exploité plusieurs dizaines de milliers depuis une vingtaine d'années. Celui de Jacques Houdin comporte une quarantaine de documents à l'intérieur, des documents d'état civil. Ici, je vous ai mis évidemment l'acte de décès, le premier qui est dressé par le ministère des anciens combattants le 4 juillet 1946, et qui retranscrit, un an après la fin de la guerre, la connaissance que l'on a à l'époque du décès de Jacques Houdin, vous voyez, Houdin Jacques, décédé le 8 avril 1945 dans une petite ville qui s'appelle Buchhorst en Allemagne, qui évidemment ne dit rien à la famille à ce moment-là, qui a très très peu d'informations. Et on voit d'ailleurs dans les documents le père de Jacques, Georges Houdin, demander même au ministère des anciens combattants à ce qu'on lui envoie des cartes de la région de Berlin pour pouvoir situer cette ville de Buchhorst, qu'il ne retrouve pas parce que c'est vraiment une toute petite ville dans laquelle il y a une gare à l'époque qui d'ailleurs a été, on y reviendra, a été désaffectée. Donc ces dossiers, mais vous verrez aussi évidemment des archives des camps de concentration. On a la chance quand on est historien de pouvoir accéder à ces archives des camps dont pour certains camps, c'est le cas de Buchenwald de Dora, une masse importante a été conservée. On retrouve ces documents en particulier aussi au SHD à Caen, mais évidemment aussi aujourd'hui directement sur Internet grâce aux archives d'Arolsen, les archives conservées en Allemagne. Donc c'est le cas de Jacques Houdin, je vous en montrerai quelques exemples. Les archives nationales avec notamment les dossiers dans la série F9 qui sont des rapports d'interrogatoire qui sont faits par les services du ministère Freinet au moment où les déportés rentrent et interrogent ces déportés sur les événements importants, le nom de camarades qu'ils ont vus décéder. Et dans le cas de Jacques Houdin, ce sera évidemment un élément important pour connaître les circonstances de son décès. Et puis au-delà du dossier seul de Jacques Houdin, c'est l'exploitation systématique des dossiers conservés au SHD de Caen, des 158 déportés qui se trouvent dans le même convoi d'évacuation que Jacques Houdin. On y reviendra à la fin de cette conférence. Donc c'est l'accumulation de ces recherches sur ces 158 personnes qui sont déportées, qui viennent de tous les horizons, de toutes les organisations de résistance, qui parfois ont été déportées très tôt, depuis 1943. Beaucoup, je vous le disais, sont partis le 15 août dans le convoi de la gare de Pantin. Et c'est en croisant ces données, à la fois parmi la cinquantaine de disparus qui ne rentreront pas, et puis évidemment la centaine de rescapés qui racontent parfois dans ces dossiers ce qui s'est passé dans ces wagons et lors de l'évacuation qui intervient au mois d'avril 1945. Alors, je vais articuler ma communication en trois temps. D'abord, un point sur le parcours de Jacques Houdin, même si
Charlotte Marion en a déjà dressé les grandes lignes, mais j'illustrerai de quelques documents. Et puis j'insisterai plus sur l'histoire de ce camp d'Ehrlich, qui est parfois qui est peu connu, mais qui est le théâtre de la mort de très nombreux résistants français. C'est près de le taux de décès pour les 2500 déportés de France enregistrés dans ce camp est établi à 85%. Sachant que c'est un camp qui a une durée d'existence de moins d'un an. On verra, c'est important aussi de voir dans quel environnement a dû évoluer Jacques Oudin, puisque Ehrlich est le camp principal de sa déportation. Après tout le parcours, Charlotte Marion a déjà évoqué ces étapes, ce parcours de déportation. Et puis je terminerai évidemment par ce convoi d'évacuation particulier, celui du 5 avril 1945, peut-être, j'y reviendrai, un des convois les plus meurtriers de cette période des évacuations et de ces marches de la mort. Et le sort de Jacques Oudin, évidemment, ne fait pas exception dans cette histoire. Et comment, évidemment, on peut aujourd'hui, grâce à l'accès aux archives, grâce au recoupement de ces données, aux déplacements qu'on a fait sur place aussi, aux contacts qu'on a pu établir en Allemagne, comment est-ce qu'on arrive à reconstituer, malgré tout, petit à petit, ce qui s'est passé pendant ces quelques jours pendant lesquels Jacques Oudin et très nombreux hommes de ce convoi ont disparu. Alors, d'abord, rapidement, le parcours de Jacques Oudin, résistant, je vais parler, étudiant, camarade très proche de Jacques Lucéran, qui va créer l'organisation des volontaires de la liberté, qui est formée essentiellement de lycéens, d'étudiants des lycées Louis-le-Grand et Henri IV à Paris, et qui vont très vite développer une organisation de contre-propagande, évidemment contre les troupes d'occupation, contre Vichy, avec le journal Le Tigre. Et puis Jacques Lucéran évidemment va se rapprocher de Philippe Vianney en 1943, et on va voir une espèce de fusion entre les membres des volontaires de la résistance et de l'organisation Défense de la France, un mouvement important pour développer et diffuser ce journal principal qui est éponyme, qui porte le nom de l'organisation Défense de la France, et qui sera diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires pendant toute la période de l'occupation. Jusqu'en 1945. Alors cette activité de Jacques Oudin, Charlotte Marion nous rappelait, évidemment, elle va conduire à l'identification de Jacques Oudin comme un des membres principaux de cette organisation. Il fait partie de l'organe de direction du mouvement Défense de la France à partir de la fin de 1943. Il est chargé de la diffusion et de la création de faux papiers. Évidemment, il est rapidement traqué par les services de répression, que ce soit les services français de la Carlingue et évidemment les services de la CIPO-SD de Paris. Et ces enquêtes conduisent à son arrestation le 31 janvier 1944 au métro Convention, suite aux indications données par un personnage qui s'appelle Émile Marangin, qui faisait partie de ces agents qui s'infiltraient aussi dans les organisations, pour les services de la police française ou de la Gestapo. Marangin sera lui-même arrêté, déporté par les SS au camp de Neuengamme, et il aura la chance de rentrer, mais il sera condamné à mort et fusillé en 1947, évidemment, pour ses activités néfastes pendant l'occupation. Alors Jacques Oudin, arrêté le 31 janvier 1944 à Paris, connaît un parcours assez impressionnant. Il est d'abord transféré à la prison de Blois dans le cadre d'une enquête beaucoup plus large sur une autre organisation dans laquelle rien ne prouve qu'il est vraiment en lien, mais ça montre que ce travail policier, évidemment, il continue après l'arrestation. Il est transféré à Fresnes, et puis une fois que c'est la procédure habituelle, j'ai envie de dire, depuis début 1943, une fois que les procédures d'enquête, les procédures policières sont bouclées, que la Gestapo, la CIPO-SD estime que l'enquête est terminée, qu'on ne pourra plus rien tirer de ces gens, on les transfère au camp de Compiègne-Royalieu, dans l'Oise, qui est le centre de rassemblement, là où s'organisent les déportations, la formation des convois massifs d'hommes vers les camps de concentration. C'est le cas depuis le début 1943, le mois de janvier essentiellement, à un moment où ces camps de concentration réclament de la main-d'œuvre. Il faut avoir de la main-d'œuvre supplémentaire pour travailler dans cette économie de guerre que devient le système concentrationnaire nazi. Alors, parmi les archives dont on a à disposition et qui permettent de retrouver le passage de Jacques Oudin, vous avez les registres du camp de Compiègne, qui sont conservés aussi au SHD à Caen, et donc on retrouve avec son matricule le 28 832, ici Oudin Jacques, et vous voyez tamponner cette date du 27 avril 1944, qui correspond au départ
de ce qu'on appelle le convoi des tatoués, qui est dirigé vers le camp de concentration d'Auschwitz. Ça fait partie de ces rares convois de déportés politiques et résistants de la répression qui sont envoyés vers le camp d'Auschwitz et donc vers des camps de concentration, d'où le nom de camp de tatoués, puisque Jacques Oudin va être tatoué au camp d'Auschwitz. Alors, leur période de passage au camp d'Auschwitz est assez éphémère, ce qui ferait penser aux historiens que soit c'était une erreur d'aiguillage, soit c'est un temps avant un transfert qui était prévu à l'origine, puisque ils arrivent le 30 avril 1944 à Auschwitz, et dès le 12 mai, la quasi-totalité des hommes, c'est-à-dire 1677 hommes, sont transférés au camp de Buchenwald. Donc un peu moins d'un mois passé à Auschwitz. Ici, on a des documents qui proviennent de Buchenwald avec la liste d'arrivée de ces 1677 hommes en provenance du camp de concentration d'Auschwitz. Ici, la matérialité d'un élément important dans l'histoire du système concentrationnaire, c'est le fichage systématique de ces hommes. Alors, malheureusement, on n'a pas ces fiches conservées pour l'ensemble des camps à cause des destructions, mais on voit que pour Buchenwald, on a la chance de voir que ces fiches ont été conservées. Sur certaines, il y avait une photo. Ici, c'est pas le cas, souvent elles ont été perdues ou détruites, mais on prenait les déportés à l'arrivée en photo. Il y a cette organisation aussi qui est nécessaire, évidemment, en cas d'évasion, pour retrouver les gens. Il faut pouvoir les identifier, savoir d'où ils viennent. Donc, on va collecter sur ces fiches des informations très personnelles sur l'adresse de la famille, le nom des parents, évidemment la provenance et l'adresse pour les retrouver. Et puis au dos, vous voyez cette profession qui est notée, un apothicaire, qui est pharmacien. Alors, il n'est pas pharmacien, Jacques Oudin, mais il est étudiant en pharmacie. Ça va jouer aussi sur évidemment sur son parcours ensuite et ses affectations. Alors, un autre document ici, qui est aussi ici de Buchenwald, mais qui donne quelques informations. Alors ici, c'est un inventaire en fait des effets qu'il avait lorsqu'il arrive à Buchenwald. Il y a peu de choses de remplies. Mais ce que vous voyez sur ce document, c'est que d'abord on trouve son matricule qui est affecté, qu'il a reçu à l'arrivée à Buchenwald, 53 466. Et puis on voit qu'il y a un suivi des procédures et d'enregistrement dans ces camps. Quand on parle de système concentrationnaire, on voit qu'il y a une logique de suivi parce que sur ce document à Buchenwald, eh bien, on indique son matricule tatoué à Auschwitz. C'est-à-dire ça, c'est le matricule qu'on lui a tatoué sur le bras gauche à l'arrivée à Auschwitz. C'était la pratique à l'arrivée au camp d'Auschwitz. On voit que ces informations, elles suivent encore à Buchenwald. On a ici un autre document qui est lié aux affectations et aux commandos, qui dépendent de Buchenwald, avec des dates intéressantes. On voit que, donc je vous disais, il arrive le 14 mai 1944. Évidemment, comme tous les déportés, à chaque fois que vous entrez dans un camp central, vous avez une période de quarantaine qui est imposée, qui est une période en fait imposée par les SS pour éduquer les détenus à la vie dans les camps. C'est une période très très dure, travail forcé, encadrement, apprendre la vie dans les camps de concentration. Et on voit que le 10 juin, il est transféré au bloc 53 du camp de Buchenwald, mais c'est évidemment un transfert provisoire avant son affectation dans un commando de travail qui intervient dès le 13 juin 1944 avec cette mention de Dora. Le passage c'est intéressant de voir les périodes parce qu'évidemment dans l'histoire familiale, souvent les grands camps, ici Auschwitz, Buchenwald ou éventuellement Dora, ont marqué la mémoire parce que ces camps sont plus connus. Et si on regarde le parcours de Jacques Oudin, sa période de déportation, c'est 12 jours à Dora, 30 jours à Buchenwald et en fait un seul jour à Dora. Parce que selon les archives du camp de Dora, il fait partie dès le 14 juin, donc le lendemain de son arrivée, d'un convoi de 940 détenus qui est transféré vers le camp d'Ehrich. Alors ici, on a quelques documents qui prouvent son affectation à Ehrich, à des dates différentes. Ici, on a une fiche de l'infirmerie d'Ehrich, parce que Jacques Oudin a passé quelques jours, vous voyez, entre le 11 août et le 16 août 1944 à l'infirmerie d'Ehrich. Et cette information, elle nous donne une autre information intéressante, c'est cette information B12, j'y reviendrai, qui correspond à son affectation au travail. Le B12 est un des chantiers pour lesquels les détenus du camp d'Ehrich sont affectés. Et puis ces documents, ils sont intéressants parce qu'évidemment, ils nous permettent non seulement de prouver le passage
à des dates précises de Jacques Oudin, ou d'autres déportés en l'occurrence, dans ces lieux, et faute de mieux, de pouvoir suivre ce parcours. Ici, vous avez un inventaire en fait, des détenus qui est réalisé dans le complexe de Mittelbau-Dora le 1er novembre 1944, et ce document, sur lequel on retrouve Jacques Oudin le 1er novembre 1944, puisqu'il est toujours à l'Erich et qu'il est toujours vivant, évidemment, ce document très précis nous permet d'attester que Jacques Oudin il est toujours vivant le 1er novembre 1944 et qu'il est toujours à l'Erich. Ces documents ont été conservés. Alors, je vous le disais, quelques mots sur ce camp d'Elrich qui est assez peu connu. Alors, il y a quelques photos qui ont été prises évidemment après la libération, qui vous montrent ces premières baraques avec la porte d'entrée du camp et la proximité avec la voie ferrée, qu'aujourd'hui, lorsqu'on visite le mémorial, j'ai mis une photo un peu plus loin, vous verrez, cette voie ferrée existe toujours, elle est toujours utilisée d'ailleurs. Et puis, vous donner un peu une idée de ce à quoi vont être affectés les détenus du camp d'Elrich. C'est véritablement creuser. Là, on n'est plus sur l'usine de fusée de Dora à avoir des spécialistes qui montent des éléments de fusée. On est, à partir du 1er mai 1944, c'est la date de création de ce camp et de ce commando d'Elrich, on est à envoyer des hommes creuser la montagne du Harz pour creuser des galeries dans lesquelles on projette d'installer des nouvelles usines qui ne verront jamais le jour, évidemment, avec la fin de la guerre. Mais évidemment, vous pouvez imaginer les conditions terribles dans lesquelles sont placés ces déportés. Vous voyez une carte un peu plus générale du secteur, qui est tirée du livre d'André Sellier, la petite ville de Nordhausen, enfin la ville moyenne de Nordhausen, le camp de Dora qui est situé à proximité, et puis les deux principaux commandos de ce complexe concentrationnaire, Mittelbau-Dora, le camp d'Arzungen, un camp d'à peu près 4000 détenus, dont beaucoup de Français également, et puis ce complexe d'Elrich qui correspond à cette petite bourgade. Le nom d'Elrich n'est pas un nom de code comme Dora, c'est une ville de 4000 habitants, je vous disais, le camp va compter en moyenne très rapidement 8000 détenus, faites le ratio, on peut déjà évidemment montrer que ces déportés ne sont pas cachés de la population civile. Le camp est au bord de la ville et ces déportés sont au cœur de la société allemande à ce moment-là. Alors, si on zoome un petit peu sur ces zones, on dirait secteurs d'activité aujourd'hui, mais malheureusement c'est un peu ce qui se passe, pour vous situer un peu les projets auxquels Jacques Oudin est affecté à Elrich. Donc il est envoyé à Elrich, le 14 juin 1944, et on l'a vu sur la fiche d'infirmerie, il est très vite affecté au chantier du B12. Alors si vous voyez le camp, la ville d'Elrich est ici, le camp principal, Lager Elrich Julius Ute, est installé ici à proximité de la ville. Et le chantier auquel va être affecté Jacques Oudin très vite, c'est ce chantier du B12 qui est en fait à proximité du camp de Dora, et ces détenus sont affectés à creuser des galeries qui vont rejoindre les galeries de l'usine de Dora où sont produites les fusées depuis le début 1944. Ça veut dire que la vie de Jacques Oudin à Dora est de près de 1000 déportés affectés au chantier B12, c'est le lever à 3h30 du matin à Elrich pour prendre un train en gare d'Elrich, train qui va effectuer les 8 km qui séparent la ville du chantier B12 pour aller travailler. Ça veut dire que ce sont des journées de travail qui vont durer 19 heures. Levé à 3 heures, 12 heures de travail forcé sur place, le retour en train avec les problèmes de retard de train, enfin le train ne fonctionne pas dans les conditions, et le retour, la pelle évidemment qui sert à faire les documents que je vous présente et que je vais encore vous présenter par la suite, qui permet au SS d'avoir cette comptabilité macabre, de savoir qui sont les détenus dans les camps, ceux qui sont manquants, ceux qui sont morts, ceux qui sont éventuellement évadés. C'est à ça que servent toutes ces procédures. Donc les conditions à Elrich sont effroyables pour les déportés. Alors, je vous ai mis ici une représentation des tunnels de Dora et en fait de cette partie souterraine qui a été effectivement creusée, qui sont ces tunnels du B12. Pendant un an, ce sont ces déportés qui vont creuser au marteau-piqueur, à la pioche, ces galeries dans des conditions effroyables et avec une mortalité très importante. Alors, on a une photo ici qui vous donne un aperçu un peu de ces galeries qui ont été creusées par ces déportés. C'est une photo qui a été prise par Philippe Rex, qui est toujours membre de la commission Dora Elrich, l'ancienne amicale Dora Elrich. Et
Philippe raconte qu'en 1995, lorsqu'ils sont allés à l'amicale, les tunnels sont tellement grands qu'ils avaient pu rentrer les 3 bus à l'intérieur des galeries. Ça vous montre le gigantisme de cet espace qui a été complètement creusé par ces déportés pendant les 1 an d'existence de ce camp d'Evrich. Alors, je reviens à ces documents qui nous permettent de comprendre ce suivi. On a notamment pour ce camp d'Evrich ce document qui est complet pour toute la période, c'est-à-dire du début d'existence du 1er mai 1944 jusqu'à la fin mars 1945, quelques jours avant l'évacuation, ce document qui comptabilise de manière précise tous les jours non seulement le nombre de détenus, mais un classement par nationalité, un classement par catégorie, le nombre d'entrées et de sorties chaque jour. Les entrées, c'est souvent les décès et parfois quelques évasions, et on a véritablement des informations très très précises. Et on sait notamment, par les témoignages des survivants d'Evrich, notamment des Français, que Evrich a connu une période terrible pour ses déportés à partir de l'hiver 1944, et à cause aussi des pénuries qui sont imposées dans ce camp, et notamment le responsable SS du camp d'Evrich, en novembre 1944, parce qu'il n'y avait plus assez de vêtements pour les déportés, a décidé que seuls ceux qui pouvaient travailler devaient avoir des tenues. C'est-à-dire que ceux qui rentraient du travail devaient donner leurs vêtements à ceux qui partaient. Et si vous regardez ces documents, ce qui est effrayant, alors je vous ai zoomé sur cette partie-là où on voit les catégories, sur ce document qui date de janvier 1945, quelques mois après le début de cette pratique, on indique les détenus qui sont sans vêtements, ohne Beklemudum. Et vous voyez qu'il y a à peu près 1258 déportés sur les 8000 qui sont complètement nus. On est au mois de novembre 1944 dans ces baraques désaffectées. Je trouve que ça vous montre ce qu'a pu être l'horreur effroyable à l'intérieur de ce camp pendant cette période et jusqu'au printemps 1945 où en fait des centaines de déportés vont se balader entre guillemets à l'infirmerie, dans les blocs de repos, et ceux qui restent dans la journée complètement à poil parce qu'on n'a plus de tenue à leur donner et qu'il faut privilégier ceux qui partent au travail dans les trains vers les galeries du B12 et les autres galeries. C'est ce qu'a vécu Jacques Oudin et ses camarades pendant cette période effroyable. Et je vous disais, ces informations, elles sont très précises et notées scrupuleusement. Le dernier document date du 31 mars 1945. Les troupes américaines sont à proximité de la ville de Nordhausen. On continue à enregistrer ces détenus. On voit toujours la mention du nombre de détenus, 6439 à Evrich et près de 800 détenus au B12. Sur ces listes, ce qui nous permet d'attester et de prouver que Jacques Oudin n'est pas mort avant la fin de l'histoire du camp et avant l'évacuation, jusqu'au 31 mars 1945, on note scrupuleusement les décès de chaque jour avec le nom et leur matricule. Vous voyez ici c'est la date du 4 janvier 1945, mais ces noms sont décédés, Verstegen, au camp de travail, Arbatslager, Eric qui est le nom de code d'Evrich, avant de devenir Mittelbau 2. Et puis on va jusqu'à aussi lister et noter les transferts des cadavres d'Evrich vers le crématoire de Dora. Parce que jusqu'au mois de mars 1945, le camp d'Evrich, qui s'est doté de tous les éléments essentiels au fonctionnement du camp, une place d'appel, des blocs évidemment pour héberger les 8000 détenus, une cantine, une infirmerie, un bloc de repos, mais n'aura pas de crématoire comme souvent dans ces camps annexes. Donc on organise des transferts en camion vers le camp de Dora pour envoyer les corps au crématoire de Dora. Donc, tout ça est scrupuleusement enregistré. Vous avez ici la mention de transfert pour l'incinération à Dora. Ça fait partie des documents qui nous permettent de suivre l'histoire de ce camp jusqu'aux dernières semaines, jusqu'aux derniers jours avant l'arrivée des troupes alliées. Alors, cette période finale, elle est marquée par un ordre général qui vient de la SS de Berlin et qui ordonne à ces camps de Thuringe l'évacuation complète de ces détenus. Alors, je ne reviens pas sur les objectifs de ces détenus parce que je voudrais avancer. Vous pourrez me poser des questions après si vous avez des questions. Mais voilà, pour les SS, il s'agit d'organiser le transfert de ces hommes, de ces 40 000 hommes qui sont dans le complexe de Dora, et en l'occurrence de ces 8 000 hommes qui sont enfermés dans le camp d'Evrich, à partir du 4 avril 1945. Donc là encore, scrupuleusement et méthodiquement, la SS va aller chercher des trains, des cheminots pour conduire ces trains, de l'encadrement SS, des commandants de camp, des commandants de ces convois choisis dans la SS pour encadrer ces hommes et les faire partir.
Alors, autant vous dire que les archives de cette période sont extrêmement lacunaires et qu'on a très très peu d'informations. Malheureusement, on n'a pas une liste qui nous dit Jacques Oudin est parti dans tel transport. Pour vous montrer, il y a 3 transports qui sont partis d'Elrich, le 4 et le 5 avril 1945. Le premier par le 4 avril avec 600 détenus qui viennent juste d'arriver de l'île de Peenemünde où ils travaillaient sur les fusées. Ils sont aussitôt renvoyés, ils vont arriver à Bergen-Belsen. Un deuxième convoi partira dans la journée du 4 avec près de 5000 détenus et on a ici une liste qui a été retrouvée à la gare d'Elrich peu de temps après les événements et conservée, mais c'est la seule. Et c'est la liste des 120 détenus, hein, vous voyez ici, qui sont dans le wagon numéro 16. On a l'identité des 4 SS qui sont là pour encadrer ces 120 détenus. Et vous avez, alors évidemment on est sur des listes beaucoup moins élaborées, mais malgré tout, on a pris le temps, on a pris la responsabilité de scrupuleusement noter les matricules de ces 120 détenus qui seront dans ce wagon. Donc on a malgré tout des traces de ces évacuations. La gare, hein, telle qu'elle est aujourd'hui, et qui fait vraiment face à la sortie du camp d'Elrich. Et le troisième convoi, hein, qui part d'Elrich, qui va intéresser Jacques Oudin, par le lendemain. Alors c'est un convoi qui est organisé dans des circonstances un peu particulières. La majorité des hommes en capacité de travail qui étaient dans les commandos effectifs qui partaient au travail sont partis dans la journée du 4 avril et restent à Elrich un peu plus de 2000 déportés, hommes, principalement parmi ceux qui sont à l'infirmerie, dans les blocs de repos et qui n'ont pas pu partir dans les convois précédents. D'ailleurs, beaucoup de déportés pensent qu'ils vont être laissés sur place, ne savent pas trop dans quelles conditions, et que l'évacuation va s'arrêter. Mais malgré tout, la SS va, dans la journée du 5 avril, affréter un train et organiser le départ de ces hommes, dont beaucoup sont dans un état de déficience maximum, et vont devoir embarquer dans des conditions très difficiles à l'intérieur de ce camp. On n'a pas vraiment d'informations sur les conditions dans lesquelles Jacques Oudin, selon certains témoignages, il aurait été affecté à l'infirmerie, dans le groupe des chirurgiens, et peut-être qu'il aurait fait partie de ces très nombreux médecins aussi, parce que les médecins sont restés, enfin, tous ces groupes de déportés qui étaient affectés à l'infirmerie, je pense à Pierre Ségel, on y reviendra, Max Hoche, Raymond Grand, Albert Besançon, qui était pharmacien à Pontarlier, résistant, et qui va se retrouver, Schreiber, c'est le responsable des registres à l'infirmerie d'Elrich. Ces hommes qui sont restés avec les malades partent dans ce convoi. Donc c'est une probabilité, c'est potentiellement peut-être que Jacques Oudin faisait partie de ce personnel d'encadrement de l'infirmerie et qu'il est parti dans ce cadre-là et pas comme malade comme beaucoup des autres détenus. Donc le convoi part le 5 avril et on a pu reconstituer, grâce aux témoignages de survivants, notamment de ces médecins qui eux évidemment étaient en bien meilleur état que la majorité des déportés qui sont partis dans ces convois, et certains ont pu donc donner le nom des villes traversées. Donc grâce au travail de Jean-Michel Dauzier, on a pu reconstituer ce parcours avec les villes. Déjà un élément, donc vous voyez Elrich est ici, hein, vous voyez tout ce trajet. En rouge, ce sont les parcours présumés, parce que malheureusement on n'a pas forcément l'information sur les villes exactes. Mais un élément qui vous montre l'objectif des SS. Il faut savoir que l'objectif des SS pour ces convois, partie de cette région, c'était de rejoindre le camp de Neuengamme, près d'Hambourg. Hein. Les SS pensaient que le camp était plus protégé, il fallait pouvoir ramener ces détenus là-bas pour les utiliser au travail forcé. Aucun de ces camps n'atteindra la région d'Hambourg, mais on voit comment obstinément les SS ont essayé à tout prix de monter vers le nord pour traverser l'Elbe et rejoindre la région d'Hambourg. Et on voit comment ce train s'est heurté évidemment au bombardement et aux voies détruites et au mitraillage. Je voudrais prendre le temps de quelques secondes, mais ça me paraît important. On a la chance d'avoir sur ce transport le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Étienne Lafont-Mazurel, qui était résistant au réseau Alliance, hein, et qui a été Elrich, a été très affaibli à Elrich, s'est retrouvé dans ce convoi. Et l'intérêt du témoignage de Thierry Lafont-Mazurel, c'est qu'il écrit ce document au mois de mai, au mois de juin 1945, alors qu'il est encore à côté de Berlin, au camp de Sachsenhausen, c'est-à-dire que ce témoignage est complètement à chaud. Alors je ne vais pas vous lire l'intégralité de ce témoignage, il fait 60 pages et il a consacré un chapitre à ce transport, et lui-même de son propos transparaît le fait qu'on sent bien qu'il y a des moments où il a complètement perdu connaissance et qu'il est incapable de raconter ce qui s'est passé, tellement l'horreur était présente dans ce convoi. Alors voilà ce qu'il écrit, chapitre 8, le train fantôme. Ainsi de plus en plus diminué, nous parvînmes au 5 avril, date effroyable.
Alors qu'est-ce qui se passe ce 5 avril? La ruée vers les défroques des morts suivit. Il fallait coûte que coûte se vêtir. Je n'en avais pas la force, un camarade m'apporta avis, fourmillant de poux, et nous dirigeâmes vers la mort dans l'âme, titubant de faiblesse vers le train. Cet élément, il est important aussi pour l'identification ensuite des détenus, parce que ce que confirment d'ailleurs plusieurs rescapés, c'est que ces gens qui étaient complètement nus à Erich vont aller chercher des vêtements qui sont restés, avec des matricules qui n'étaient pas les leurs, et évidemment, une fois que ces gens, parfois morts, ont été retrouvés dans des fosses communes et identifiés à partir de ces numéros, évidemment, ça ne pourra pas coller. Donc ça va évidemment compliquer la question des identifications. Étienne Lafond-Majorelle poursuit. La plupart des wagons étaient découverts. Il faisait très froid au mois d'avril 1945, dans la région du Hart en particulier. Ils avaient servi au transport du charbon. La soupe attendait dans les cuisines. Les SS ne voulurent pas la distribuer et pourtant nous restâmes tout le jour en gare. C'est-à-dire qu'ils vont déjà être stationnés en permanence à la gare d'Elrich sans partir parce qu'il y a ordre contre ordre, qu'il faut charger le train et que les SS évidemment essaient d'organiser ce départ. Enfin commença le voyage qui devait être 12 jours, dont 9 sans manger et sans boire. Ce fut atroce. J'ai du mal encore à me remémorer cette partie de mon aventure. C'est pour moi un souvenir obsédant. Il écrit quelques jours après avoir vécu cet événement. Plus loin, il écrit chaque matin, ça aura évidemment une importance sur la suite, à l'arrêt, on empile les cadavres dans le wagon de tête que l'on vide tous les 2 ou 3 jours. Le 3e jour, Yvan, il parle de Yvan de Colombel, un des disparus de ce convoi, était mort, ainsi qu'Henri Dupuis, un bon camarade du bloc Chenot, donc le bloc de repos. Les autres compagnons ne valèrent guère mieux, et moi, je me sentais partir. Voilà ce qu'il écrit quelques semaines après avoir vécu ce tragique transport du 5 avril 1945. Alors, si on reprend la carte de ce parcours, donc vous voyez que le train péniblement remonte vers le nord. Je vous le disais, avec la volonté évidemment de rejoindre la région d'Hambourg et le camp de Neuengamme. Et le 8 avril 1945, le train va stationner longuement dans la petite ville de Buchhorst, le 8 avril. Et il y a très peu d'informations sur ce qui s'est passé dans cette gare, mais il y a des témoignages en Allemagne qui sont identifiés. Ce qui transparaît de l'histoire de la ville, c'est qu'on sait qu'un train de déportés a stationné pendant cette période, pendant 3 jours sans bouger, et qu'on a comptabilisé le décès de 53 morts pendant cette période à la gare de Buchhorst. Et surtout, la particularité de l'histoire de ce train, c'est la manière dont le SS, commandant de ce train, va refuser jusqu'au bout que les cadavres soient descendus et que les morts des journées, des nuits de ce parcours soient transférés des wagons où ils sont décédés vers le wagon de tête pour les stocker, entre guillemets, dans ce wagon de tête en attendant de pouvoir les emmener, peut-être les emmener vers le camp de Neuengamme pour pouvoir les enregistrer. Alors ça, je vous montrais le livre d'Étienne Lafond-Majorelle, si vous voulez vous y référer. Ça s'appelle Survie, ça a été largement publié, republié par l'amicale de Weyrich, on trouve assez facilement. Et donc cette gare de Buchhorst, vous voyez, c'est une toute petite gare telle qu'elle se présente ici en 1901, dans laquelle, alors là ici elle est en 1983 où elle était encore utilisée, et telle que nous l'avons découverte en 2024 lorsqu'on est allé sur place avec la famille de Jacquelin. Aujourd'hui la voie n'est plus utilisée, mais on retrouve évidemment les voies ferrées, les traces et ce bâtiment qui correspond bien. C'est évidemment un point majeur dans le parcours de Jacques Oudin, puisque c'est grâce aux témoignages et aux attestations que rédige et envoie à la famille un des déportés. Dans ces circonstances, si vous n'avez pas un camarade qui peut attester de la mort, de la disparition à côté de lui dans le wagon, on n'a évidemment aucun moyen de savoir quand, où sont morts ces détenus. Je vous le disais, il y a à peu près 160 déportés français qu'on a pu identifier dans ce convoi, et on voit au travers de leur démarche dans les dossiers, très rapidement, dès leur retour en mai-juin 1945, après leur rapatriement, cette nécessité d'écrire aux familles de leurs camarades, et c'est ce que va faire Jean Guardo, je vous le montrerai un petit peu plus loin, mais qui va donner l'information au service du ministère très rapidement, selon laquelle, dans son wagon, sont morts
non seulement Jacques Oudin, le 8 avril dans ce wagon, et quelques jours plus tard, le 10 avril, alors que le train est toujours stationné en gare de Buchort avant de repartir, un autre déporté qui s'appelle Marius Vincent. Et sans ces témoignages de ces gens qui rentrent, évidemment, on serait incapable de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur de ces wagons. Alors, je reprends le trajet de ce train, mais que le train continue ensuite à essayer de remonter vers le nord. Il va atteindre la gare de Dulzen, et puis en raison des destructions, des bombardements, le train a été mitraillé à plusieurs reprises. On est en période de guerre. Les Alliés ne savent pas que ce sont des déportés qui se trouvent à l'intérieur de ces convois. Il y a des mitraillages assez fréquents, voire des bombardements dans les gares, qui causent aussi évidemment la mort de certains détenus. Et puis, faute de pouvoir monter vers le nord, le train se dirige vers la ville hanséatique de Salzwedel. Alors Salzwedel, c'est une ville magnifique, d'où ne transparaît pas l'horreur qui va se dérouler entre ce 10 et ce 12 avril, au moment où arrive ce train. Même s'il ne faut pas avoir, avec cette image assez idyllique, l'image d'une ville moyenne du nord de l'Allemagne qui serait un peu loin des crimes du nazisme. Il faut savoir que la ville abrite depuis le mois de juillet-août 1944, un commando, un camp annexe du camp de Neuengamme. Ce sont 1500 femmes, des juives essentiellement, qui viennent d'Auschwitz et de Bergen-Belsen et qui travaillent pour une entreprise de la ville de Salzwedel et qui, jusqu'au 14 avril 1945, vont être dans des conditions dramatiques dans cette ville, employées par les entreprises de la ville de Salzwedel. Donc, l'horreur et l'emploi des déportés, elle est déjà présente dans cette ville, bien avant l'arrivée de ce convoi le 10 avril 1945. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce 10 avril 1945 dans la gare de Salzwedel? Pour le savoir, on a différents éléments d'archives, d'informations. Notamment, on sait par les archives qu'il y avait et ça revient dans certains témoignages des rescapés qui parlent de cet employé municipal qui s'appelle Yanneux, qui était en fait chef de l'administration du cimetière et qui, en janvier 1948, va rédiger une sorte de rapport, un rapport mémoriel adressé à l'administration de la ville sur ce qui s'est passé ce 10 avril dans la ville de Salzwedel 1945. Ce témoignage a été largement utilisé en 1995 par le bibliothécaire de la ville de Salzwedel qui a fait un point sur, j'y reviendrai plus tard, mais la création d'un mémorial qui a été installé à Salzwedel en lien avec cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il raconte, et ça s'est croisé évidemment avec les témoignages des rescapés, que ce train de prisonniers qui arrive d'Elrich, arrive à Salzwedel et en fait le choix de cette ville de Salzwedel, il n'est pas fait au hasard, c'est parce que le SS a besoin de trouver un élément de voie ferrée sur laquelle il peut garer son train sans encombrer la voie principale qui sert évidemment au front à envoyer des troupes, à faire circuler les trains. Et il se trouve qu'à Salzwedel, il y a une voie de garage qui avait été conservée, qui concerne l'employé Alter Bahnkämpfer, qui correspond à une ancienne voie ferrée, une voie de garage. Donc ça va lui permettre pendant plusieurs heures d'installer son train ici sans bloquer les voies principales. Alors pourquoi est-ce qu'il arrête son train là? Plusieurs témoins le disent, notamment Yann, le responsable de l'administration, qui explique que en fait c'est l'horreur. Le wagon dans lequel ont été mis les cadavres, je ne sais pas les détails, mais il raconte que ça coule de partout, le sang, ce qui s'est passé à l'intérieur de ces wagons, et que même le responsable du transport, le SS, arrive à la conclusion qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut se débarrasser de ces corps parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc il arrête son train ici et ce responsable de la municipalité de Salzwedel lui propose d'utiliser un champ qui est en bordure de la ville dans laquelle il va pouvoir faire creuser une fosse commune. Alors évidemment ce ne sont pas les Allemands ni le SS qui creusent la fosse commune. Le SS fait descendre les détenus. Plusieurs témoignages confirment que ce sont notamment des Italiens, mais pas uniquement. Il y avait des prisonniers italiens qui avaient été déportés à Dora, des prisonniers de guerre italiens, et qui peuplent un des wagons de ce convoi, qui vont être affectés au creusement de cette fosse, avec un certain nombre de Français, notamment Emilio Rosel Saez, qui était médecin à l'infirmerie d'Erich,
qui deviendra trésorier de l'amicale de Roy-Riche et qui lui confirmera avoir participé au creusement de cette fosse. Ce que raconte le responsable de l'administration de cette ville, Yann, c'est que la ville met à disposition les outils, évidemment, parce que les déportés n'ont pas les outils pour creuser, 1 tonne de chaux vive pour mettre sur les corps, et évidemment, et surtout l'élément intéressant, c'est que ce responsable de l'administration, il explique qu'on ne le laisse pas. Mais est-ce que vraiment on en avait l'intention à ce moment-là? La question se pose. On ne le laisse pas pouvoir prendre des moyens d'identifier les cadavres que l'on va transférer dans cette fosse. Et en fait, il explique que le seul élément qu'il a pu, enfin, la seule information qu'il a pu faire, c'est compter les corps que l'on va déposer dans cette fosse pour pouvoir avoir une information. Et c'est cet effectif qui transparaît aujourd'hui et qui est largement confirmé par les différents témoins, notamment les médecins français qui ont participé aussi à la création de cette fosse. Ce sont 244 corps qui sont sortis des wagons le 10 avril 1945, dont celui de Jacques Oudin, et d'une dizaine d'autres de Français partis dans ce convoi. Alors on peut dire, Charles-Marie tout à l'heure, qu'on n'est pas du tout sur une sépulture. Il ne s'agit pas de respecter les corps, il s'agit de se débarrasser au plus vite de ces éléments encombrants de ce convoi et de pouvoir reprendre rapidement le trajet pour emmener les survivants, les déportés, cette potentielle force de travail, on est toujours dans cette idée, les emmener plus loin vers le nord de l'Allemagne. Donc c'est dans les dossiers de ces disparus qu'on retrouve les témoignages, les attestations de ces gens qui écrivent aux familles, au service de l'administration, du ministère, dès 1945. Raymond Beau, externe aux hôpitaux de Paris, médecin au Rovier d'Elrich, certifie que Fernand Calvé est décédé le 6 avril 1945 au cours de l'évacuation de faiblesse générale consécutive à une dysenterie sévère, et que Calvé a été enterré lors d'un arrêt du convoi dans une fosse creusée près de Salzwedel avec d'autres détenus. Un autre témoin important, je vous ai mis ici la photo de Jean Bien-Aimé Guardo, c'est lui qui atteste de la mort de Jacques Oudin dans son wagon, et puis le rôle essentiel de Pierre Ségel, qui était un chef départemental de Libération Nord dans le Loiret, à Orléans, déporté résistant, et qui va se retrouver responsable médecin au Rovier d'Elrich, qui va scrupuleusement, et malgré les risques encourus, noter l'identité des Français décédés, et qui participera à ce convoi, et qui témoignera aussi, qui confirmera aussi que les morts de la gare de Buchort ont bien été enterrés à Salzwedel, ce qui laisse peu de doute sur le lieu de sépulture de Jacques Oudin. Donc voilà ce qui se passe à Salzwedel. Et alors on a aussi évidemment ces actes de décès qui sont transcrits par l'administration française, d'abord par les services du ministère, comme ça a été le cas pour Jacques Oudin, puis évidemment par les communes de résidence des déportés établies. Et on note, vous voyez ici pour Marius Vincent, qui est aussi présumé dans cette fosse commune, on voit 10 avril 1945 décédé à Salzwedel, où c'est le cas aussi de Roger Leguet, dont le décès est enregistré le 10 avril 1945 à Salzwedel. Donc c'est toutes ces pièces qui, mises bout à bout, croisées, nous permettent de reconstituer ce qui s'est passé à Salzwedel le 10 avril et d'identifier aussi les victimes de ce convoi. Alors je vous disais, une fois cet épisode tragique organisé par les SS, les survivants remontent dans le train et repartent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire tragique ne s'arrête pas, le train continue à évoluer, encore pendant 6 jours de transport, et comme le disait Étienne Lafont-Mazorel, sans aucun ravitaillement. Le premier jour, le 5 avril, on a reçu une boule de pain et un peu d'eau, mais du fait des vols à l'intérieur des wagons, c'est véritablement une lutte pour la survie qui va se passer entre les nationalités à l'intérieur de ces wagons, et tous les déportés racontent que dans ces convois, il faut tout manger aussitôt, parce que sous peine de se faire voler, voire de se faire tuer, parce qu'on a gardé quelque chose. Donc ça veut dire qu'après le 5 avril, le départ du convoi, vous n'avez plus rien à manger, et ce train mettra encore 11 jours pour atteindre sa destination, qui n'était pas la destination primaire, mais qui, au cours du transport, va être ordonné au SS, faute de mieux, de rejoindre la région de Berlin et le camp de Sachsenhausen le 16 avril 1945. Ce qu'il faut savoir, c'est que du fait des conditions de ce trajet, il y a une nouvelle fosse commune, un nouvel arrêt du train en gare de Segelec, juste à côté de cette ville de Neustadt, dans lesquelles on va
enterrés encore une fois. Donc en fait, les morts à la suite de l'arrêt de Salzwedel. Et dans cette fosse commune, les services ont pu répertorier 186 nouveaux corps de déportés. Ça veut dire que si on fait le bilan à l'arrivée du convoi à Oranienburg, dans son commando extérieur d'Enkel, du camp de Sachsenhausen, le 16 avril 1945, on peut estimer qu'au moins, il y a eu, sur les 2000 déportés, il y en a au moins un quart, plus de 500, mais certainement beaucoup plus, qui ont disparu pendant ces 11 jours de trajet. Ça en fait certainement un des convois d'évacuation les plus meurtriers de cette période et de l'histoire du système concentrationnaire nazi. Pour revenir à ce qui s'est passé à Salzwedel, évidemment au parcours de Jacques Oudin, donc tous ces éléments mis bout à bout nous ont permis évidemment de confirmer la présence de son corps dans cette fosse. Alors vous voyez que si ce mémorial a été créé dès 1949 par la ville de Salzwedel, nous sommes allés sur place avec la famille au mois d'octobre 2024, et en fait vous avez ce mur qui rappelle de manière très symbolique. Oui, symbolique et surtout peu concluante. Comment dire, l'engagement de la ville pour cette mémoire. Et surtout, en fait, vous arrivez et vous marchez sur les corps parce que la fosse commune est devant et vous arrivez dans un champ qui est laissé un peu au naturel. Et puis surtout, ce qui est assez surprenant, c'est cette plaque qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors on trouve évidemment cette mention des 244 corps, mais qui rend hommage aux victimes du fascisme. On est dans cette idéologie de l'après-guerre. On est en zone soviétique dès 1945, futur RDA en 1949, et on trouve cette dialectique liée à cette période communiste. Et puis surtout, on rattache ces déportés, on ne sait pas trop d'où vient l'information, peut-être justement le lien avec ce camp des femmes qui dépendait du camp de Neuengamme. On estime que ces hommes dépendaient du camp de Neuengamme et ce sont des déportés de toutes les nationalités enterrés ici, provenant du camp de Neuengamme. Évidemment, aujourd'hui, grâce aux recherches, on sait que c'est évidemment une information erronée. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de pouvoir améliorer et ajouter sur ce mémorial des informations un peu plus précises. C'est pas faute d'essayer avec la mairie de Salzwedel, mais on n'a pas trouvé. On a eu un bel accueil de la part de la municipalité, mais on n'a pas senti non plus un enthousiasme débordant. J'ai cru qu'on allait perdre le maire lorsque on a commencé à évoquer l'idée des corps, et je pense qu'il avait très très peur en fait qu'on lui demande d'organiser l'exhumation, parce qu'évidemment ça serait le seul moyen de pouvoir identifier de manière certaine ces 244 déportés, mais au-delà on n'a pas senti un enthousiasme très, très profond depuis notre déplacement sur place. Alors, évidemment, la mémoire de Jacques Oudin, elle n'est pas oubliée ici à Paris. Je vous ai mis cette plaque qui est en photo sur le musée de la Résistance en ligne. Il y a un poste qui est consacré à cette plaque qui a été installée à Paris, dans le square des Deux Moulins, dans le 13e arrondissement. Et puis, c'était important aussi, c'était de vous montrer les visages pour ceux pour lesquels nous avons les photos, mais l'identité de ces 10 déportés, donc évidemment Jacques Oudin qui est ici, mais pour lesquels on a la quasi-certitude, évidemment, à la mesure de ce que nous apportent les archives de la présence dans cette fosse aussi à Salzwedel. Et je pense que c'est tout le travail qui a été mené pour cette recherche, au-delà du travail de Jacques Oudin, c'est comment est-ce qu'on perpétue la mémoire de ces gens engagés, sacrifiés, parfois très très jeunes, on voit sur ces visages, c'est le cas de Jacques Oudin, et qu'on dirait, et pour beaucoup des familles encore, je pense, peu ont cette information et n'ont pas la possibilité de se rendre sur place à Salzwedel. Évidemment, les parents ou les générations juste d'après-guerre souvent ne sont plus là pour pouvoir avoir cette information et matérialiser ces histoires. Et on pense à Georges Oudin, le père de Jacques, qui s'est débattu pendant des années, qui a eu cette information malgré tout des services du ministère, grâce au témoignage, avec la présomption que son fils était en effet dans cette fosse, mais c'est en fait une information qui n'a pas été transférée dans la famille, peut-être parce qu'il n'en était pas convaincu, peut-être parce que c'était impossible d'aller sur place. Il faut quand même imaginer qu'en 1948, Jacques Oudin transfère au service du ministère des informations dentaires
pour pouvoir identifier. Georges Boudin transmet à la demande du ministère des informations dentaires, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de test ADN, c'est les seuls moyens qu'on ait d'identifier des déportés exhumés dans les fosses. Il faut se rappeler que des missions françaises vont être envoyées un peu partout en Allemagne pour identifier les corps des déportés, retrouvés dans les camps, c'est plus rare, parce que les déportés étaient passés au four crématoire, mais morts lors de ces évacuations, ces marches de la mort, dans ces fosses communes pour essayer de les identifier. Et évidemment, nous sommes en zone soviétique, et évidemment, l'accès de ces missions est très très compliqué dans ces zones, et à partir de 1948, on est en pleine guerre froide, ça devient quasiment impossible pour ces missions de se rendre sur place et de procéder à ces exhumations. Même si on voit que c'était un objectif porté par ces missions au départ, hein, ça transparaît des services français en Allemagne qui sont déjà dans l'objectif d'exhumer ces corps pour les identifier, mais cette exhumation ne se fera jamais. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette histoire, sur le parcours de Jacques Oudin et sur l'histoire de ce convoi du 5 avril dans sa globalité et dans son contexte général de cette histoire de la fin du système concentrationnaire et de ce camp de riches. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a fait une petite demi-heure d'échange. Voilà, n'hésitez pas. Oui. Merci beaucoup pour ces précieuses infos. Je voulais vous demander, Heinrich, il y avait plusieurs camps où on parle d'un Heinrich théâtre. Oui. C'est sur ce même ou c'est autre chose? Non, il y a deux camps qui dépendent de Mittelbau-Dora qui sont installés dans la ville, et le deuxième camp dont c'est allusion, Heinrich Theater, il porte son nom en fait parce qu'il est installé dans l'ancien théâtre de la ville. Hein, les déportés racontent la scène. C'est ce qu'on appelle une Baubrigade. C'est un camp qui a un effectif d'à peu près 1 millier de détenus, un peu moins d'1 millier de détenus. Il y a beaucoup de Français. Hein. Et ces détenus-là, ils font partie ce qu'on appelle une brigade volante de travail. Ils sont employés à la construction d'une voie ferrée, dont la construction a commencé à l'été 1944, qui doit relier la ville de Nordhausen et d'Erzberg. Il s'agit d'avoir une voie parallèle qui peut être utilisée notamment pour envoyer des fusées qui sortent de Doran. Donc ce sont ces déportés qui sont affectés à ce chantier-là. Donc ils sont logés au cœur de la ville, là encore au milieu de la population allemande, on peut difficilement les cacher. Et tous les jours, ils sortent à pied pour aller travailler sur les chantiers de construction de cette voie. Et ce sont ces déportés de ce camp qui, malheureusement, eux, au moment de l'évacuation, j'ai envie de dire que les conditions n'ont rien à voir avec celles d'Heinrich. Les conditions de détention, l'encadrement est beaucoup moins violent. On n'est pas dans des bâtiments désaffectés, industriels comme à Heinrich. C'était une ancienne plâtrerie, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de fenêtre, il y avait une douche pour 3000 déportés au début, ce que racontent les déportés. Le camp d'Heinrich Theater, pendant la période d'existence, est moins difficile, moins meurtrier. La tragédie de ces déportés, c'est qu'eux ne participent pas à ces évacuations en convoi, en train, qui vont rejoindre ces camps. Mais vont se retrouver dans les parties de 6 avril, dans une marche de la mort, et beaucoup se retrouveront à Gardelegen dans ce massacre, lors duquel près de 1016 déportés sont enfermés dans une grange par le SS responsable du convoi. Il y a aussi des déportés de Neuengamme qui ont été récupérés aux alentours. Le SS qui s'appelle Erhard Brody, qui en fait arrive à un point où les troupes américaines sont autour de la ville de Gardelegen. Il se retrouve avec cette colonne d'1 millier de déportés, il ne sait pas quoi en faire. Il est dans cette logique de dire que il ne peut plus les confier à un camp pour les continuer à les utiliser au travail forcé, mais en même temps il ne peut pas les laisser tomber aux mains des Américains parce que c'est les donner aux ennemis. Donc il se retrouve avec la châtelaine de la ville de Gardelegen et qui lui dit écoutez, si vous ne savez pas quoi en faire, moi j'ai une grange dans un champ, vous avez qu'à les mettre dedans et y mettre le feu. Donc il organise le crime, il fait mettre de la paille, de l'essence. Il transfère ses détenus depuis la ville de Gardelegen jusqu'à cette grange, et dans la nuit du 13 au 14 avril 1945, c'est-à-dire quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines, il fait encercler évidemment la grange par les SS, et il met le feu, il lance des grenades à l'intérieur de la grange. Et lorsque les Américains arrivent le lendemain, ils découvriront les corps de 1016 déportés. Aujourd'hui, il y a un mémorial évidemment qui est dédié à ce massacre, et les tombes qui sont entretenues, qui ont été entretenues par les familles allemandes de la ville. Oui. Il y a une question d'un auditeur de Facebook. Il y a une Martine qui remercie beaucoup pour tous nos chers disparus. Merci Laurent Thierry.
Et il y a Pascal qui dit « Confirmez-vous qu'il y a eu des évasions de ce convoi ?» Oui, dans les témoignages, on voit, on rapporte plusieurs dizaines d'évasions. On parle notamment des détenus allemands. Il y avait une partie beaucoup de détenus allemands du camp d'Ehrich. Il faut se rappeler quand même que ces camps avaient été créés à l'origine pour enfermer les Allemands, dès 1933. Donc jusqu'à la fin, il y a une part importante de détenus allemands opposants politiques à l'intérieur de ces camps, et on raconte oui ces évasions. Alors là encore, il faut savoir que je vous disais, on a à peu près 2500 déportés français passés par le camp d'Ehrich. On sait qu'à peu près 85% sont décédés. Ça veut dire que le reste est parti dans les évacuations, dans ces 3 convois du mois d'avril 1945. Aucun détenu n'a été laissé à Ehrich au moment des évacuations, les 8000 sont partis. Mais si les survivants eux-mêmes, dans les documents auxquels on a accès, ne disent pas « je suis parti dans tel convoi et je suis arrivé à tel endroit », ou si on n'a pas une archive qui nous prouve qu'ils sont arrivés au camp de Sachsenhausen, pour le transport dans lequel était Jacques Oudin, ou au camp de Bergen-Belsen, où la majorité vont arriver, on est incapable de savoir dans lequel de ces convois sont partis ces déportés. Pour vous montrer quand même la logique administrative jusqu'au boutiste, c'est que ce convoi du 5 avril de Jacques Oudin, donc qui part le 5 avril, qui arrive sur ordre des SS au camp de Sachsenhausen, donc qui rentre à côté de Berlin, camp créé en 1937, 38, à côté de Berlin. On les envoie dans ce sous-camp à Henkel, qui était une usine d'aviation, où il y a eu énormément de Français. Eh bien, les survivants, on va les immatriculer au camp de Sachsenhausen. Le 16 avril 1945, ils vont recevoir des matricules dans les 138 000. Eux n'en ont même pas connaissance, personne n'en parle. Et dans les documents, il y a très peu d'archives pour ce camp de Sachsenhausen, mais on voit qu'il y a plus de 500 détenus qui ont été immatriculés dans une tranche de matricule qui correspond aux toutes dernières immatriculations dans ce camp, qui sera évacué quelques jours plus tard, le 21 avril 1945. Les survivants de ce convoi, du convoi de Jacques Oudin, doivent repartir dans des nouvelles marches de la mort vers le nord de l'Allemagne, dans le Mecklembourg. Beaucoup vont encore disparaître et certains seront libérés par les soviétiques dans ces régions du nord de l'Allemagne. Oui. Et alors le camp de Dora, il est évacué comment et qu'est-ce que les Alliés trouvent en arrivant? Alors Dora, déjà, il y a beaucoup plus de détenus qui sont présents dans le camp principal. Je disais 40 000, mais c'est sur l'ensemble du camp principal et des commandos extérieurs. Il y a à peu près une quarantaine de commandos extérieurs, dont Ehrich. À Dora, le 4 avril 1945, il y a à peu près 10 failles. Il y a 17 000 détenus qui sont dans le camp principal, qui sont donc des déportés, qui sont affectés aux usines souterraines des tunnels, l'usine de fusées, de bombes volantes V1, l'usine de la Nordwehr qui fabrique de l'aviation. Et puis il y a toute une partie de ces déportés qui sont employés dans le camp et tous ceux qui vont travailler dans la ville de Nordhausen. Dès l'été 1944, le camp loue allègrement plusieurs milliers de détenus aux entreprises de la ville. Gérard Blandin qui est là pour témoigner. Son père, on a retrouvé les archives qui montrent qu'il travaille pour une société qui s'appelle Schmitz-Kranz&Co, qui loue allègrement ces déportés au camp de concentration pour remplacer sa main-d'œuvre déficiente. On a montré aussi que le garage Opel de la ville employait des carrossiers, des mécaniciens déportés, parce qu'il faut remplacer les hommes du front et que le garage loue ces déportés. Donc c'est un peu le même processus. Le 4 avril 1945, les SS reçoivent l'ordre d'évacuer le camp dans son intégralité. C'est ce qui va se passer à quelques exceptions près. Alors là, évidemment, c'est 17 000 détenus, donc ça demande déjà plus d'organisation, de convois. Mais ce sont là encore des convois ferroviaires qui partent de Dora. De mémoire, il y en a 6. Là encore destinés à rejoindre Neuengamme. Aucun n'atteindra Neuengamme, mais en fonction des dates de départ, c'est-à-dire entre le 4 et le 5 avril. Le dernier convoi part le 5 avril 1945, lui terminera à Ravensbrück, faute de mieux, j'ai envie de dire, lui aussi à côté de Berlin. Ces hommes seront à nouveau évacués après dans les marches de la mort, mais la majorité finissent à Bergen-Belsen. Et puis on va en retrouver de certains groupes malgré tout, qui réussissent à atteindre la région de Hambourg, des petits groupes. D'autres vont atteindre la frontière tchécoslovaque et seront libérés que début mai 1945, quasiment quelques jours avant la capitulation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces 17 000 déportés, dans lesquels il y a à peu près encore 4 500 survivants français de la période précédentes, qui sont complètement éparpillés aux quatre coins du Reich. Et ça va expliquer toute la complexité évidemment du rapatriement et la façon dont ils sont rapatriés de manière à la fois dans le temps sur une durée qui est malgré tout pas très étendue, mais ils ne sont pas rapatriés par groupe de déportés, ils sont mélangés évidemment avec d'autres déportés et vont passer par des centres de rapatriement différents
Est-ce que vous avez des exemples d'évacuation où les SS ayant appris la situation Oui, il y a. Et tout d'un coup, on a 1000 déportés dans la nature. Oui, surtout lors des évacuations, notamment de ces camps de la région de Berlin, de Sachsenhausen, de Ravensbrück, ça concerne aussi les femmes, où on va se retrouver dans des zones où les soviétiques arrivent les premiers. Et évidemment, pour l'encadrement de ces groupes de détenus, il ne s'agit pas de tomber aux mains des soviétiques. Donc l'objectif, ça va être de rejoindre le plus rapidement possible les secteurs libérés par les troupes américaines, alliées ou britanniques au pire. Donc on va voir, notamment dans le Mecklembourg, parfois des groupes de 500, 1000 déportés, mais qui sont laissés à l'abandon dans les bois, qui se retrouvent sans encadrement, parce que les SS ont fui dans la nuit, voyant les troupes soviétiques arriver. Ça arrive assez fréquemment. C'est anecdotique, mais pourquoi le dénonciateur de Jacques Oudin a-t-il été déporté ? Il est arrêté pour des malversations financières. C'est ce qu'on voit souvent dans les gens qui travaillent pour les services allemands pendant la guerre, c'est que je pense qu'ils doivent considérer qu'ils obtiennent une autorité et ils ont tendance à déborder largement leurs affectations. Les services de la Gestapo n'aiment pas forcément les gens qui les trompent ou qui les floudent, et on voit assez régulièrement que ces gens, au bout d'un moment, sont arrêtés par ces services pour les déporter. C'est souvent des affaires de malversation financière. On en retrouve certains qui organisent carrément ce qu'on appelle des organisations de faux policiers, notamment sur Paris. Des groupes comme ça, certains sont des anciens qui sont engagés dans la LBF, qui reviennent avec un uniforme, donc ils se font passer pour des faux policiers allemands, et ils n'hésitent pas à dévaliser des magasins juifs ou des appartements qui avaient été spoliés par les autorités de Vichy, et à récupérer les biens pour eux. Et ça ne plaît pas du tout aux Allemands, et notamment dans le convoi du 15 août 1944, celui de la gare de Pantin, il y a plusieurs exemples comme ça d'affaires de faux policiers qui seront déportés à Buchenwald. Et comment il a pu survivre ? Parce que les dénonciateurs étaient assez mal vus et peu aidés par les autres détenus. Oui, mais déjà, il faut qu'une fois arrivé dans l'univers du camp, l'univers concentrationnel, il faut que les autres détenus aient connaissance de l'activité de Marangein en l'occurrence. A priori, c'est pas forcément le cas. La plupart des gens de défense de la France, Jacques Oudin a été déporté dans le convoi de Tatoué, mais les autres sont majoritairement déportés à Buchenwald. Jacques Lucéran a été déporté en janvier 1944 à Buchenwald, alors que Marangin s'est retrouvé à Neuengamme dans des convois de l'été 44, des convois qui sont partis plus tardivement par rapport aux autres membres de défense de la France. Donc ça peut peut-être expliquer qu'il s'est retrouvé à Neuengamme et moins confronté avec des gens qui avaient connu son activité. Je vous cite, dans ce cadre-là, je vous citerai un exemple que je connais mieux encore que Marangin, c'est quelqu'un qui s'appelle Maurice Négel. Parce que là ça intéresse Dora, et Maurice Négel c'est aussi un agent de la Gestapo, il travaille à Tours et il va être responsable du démantèlement d'un grand nombre d'organisations, des réseaux Buckmaster dans la région de Tours, et lui aussi il se fait arrêter par les services de la Gestapo pour malversation, il se fait déporter à Buchenwald et à Dora, et en fait quand il arrive comme il a infiltré les organisations de résistance dans la région de Tours, quand il arrive à Dora, auprès de résistants importants à Dora, notamment Edmond Beaumarchais, futur compagnon de la Libération, Émile Bollard, préfet de la République, futur compagnon de la Libération, il leur explique qu'il a travaillé dans la résistance, parce qu'il connaît les noms, donc il peut leur expliquer les rouages de l'organisation de résistance, et en fait il intègre la résistance à Dora. Et au mois de novembre 1944, quand la SS organise une grande rafle d'arrestation qui va frapper les soviétiques, parce qu'ils commencent à s'organiser, et une partie des Français qui s'organisent à faire de la résistance, eh ben, il se retrouve comme le principal interrogateur des Français arrêtés à Dora, au bunker et à la prison de Nordhausen, parce qu'il parle la langue, et c'est lui qui donne les coups, et lui aussi, il survivra à la déportation. Il sera protégé à Bergen-Belsen par Henri Laude, qui est aussi un résistant déporté de Dora, qui lui connaissait l'activité de Négel, mais lui, pour Laude, c'est important qu'il soit jugé, qu'il ne soit pas exécuté, et il sera ramené en France, et lui aussi sera condamné à mort en 1947 et fusillé en 1947. Vous voyez comment ça peut jouer, à l'intérieur des camps, comment on peut cacher ça. Jacques Oudin et ses camarades partaient d'Elrich en train pour travailler au B12. Oui. Est-ce qu'il y a une logique où ça voulait dire qu'il n'y avait plus de place dans les blocs de Dora? Il y a toute une logique à partir du printemps 44 de créer une série de nouveaux camps dans la ville d'Elrich.
Il faut voir que les tunnels du B12, ils sont de l'autre côté en fait de la montagne du tunnel, ils ont accès par l'autre côté. Donc je pense qu'il y a cette logique. Et puis au-delà, je pense malgré tout qu'il y a aussi la logique de pouvoir disposer de déportés sur place à Elrich, parce que au-delà de ceux qui sont envoyés au B12, au B3 et au B11, qui travaillent dans ces galeries, il y a tout aussi une activité économique qui se développe autour et dans la ville d'Elrich. Et il y a une partie des détenus d'Elrich qui travaillent dans la ville, qui sont affectés dans les entreprises de la petite ville, dans les campagnes autour. Donc c'est la vie de l'Allemagne à partir de l'été 1944. Les déportés du système concentrationnaire, ils sont intégrés à la société allemande et ils sont là pour l'effort de guerre, mais aussi pour faire marcher l'économie traditionnelle, parce qu'il faut remplacer les salariés, les ouvriers qui sont partis ou qui sont morts au fond. Enfin, il y a toute cette logique derrière. Vous avez évoqué la résistance à Dora, elle s'est organisée à partir de quand? De quelle époque, je veux dire? À un moment où déjà on s'est, c'est un peu le même processus qu'à Buchenwald, on s'est débarrassé de l'encadrement de droit commun allemand qui gérait les postes principaux, même si l'effet sera moins radical qu'à Buchenwald. Il y aura toujours une violence permanente à Dora, un encadrement très très difficile, mais malgré tout on va arriver à s'organiser. En prenant des postes clés. C'est Alfred Unterreiner, frère Birin, qui est nommé à la retraite statistique au bureau des listes, qui permet évidemment d'éviter que certains Français soient envoyés soient affectés à des commandos particulièrement meurtriers. Certains qui étaient mal en point les mettent dans un commando un peu plus protégé. Et puis l'arrivée de ces convois de l'été aussi, où on voit arriver des personnalités de la résistance. Je disais tout à l'heure, Émile Bollard, les gens qui... Enfin, Émile Bollard, c'est le remplaçant de Jean Moulin, il représente le général de Gaulle, il est arrêté avec Brossolette en février 1944, ce sont des cadres de la résistance, donc ils arrivent sur place et eux évidemment pensent et organisent déjà cette résistance sur place. Alors on n'est pas sur une résistance de sabotage sur place parce que c'est très difficile, c'est impossible, mais on est sur une résistance de préparation des événements au moment de la libération. Parce qu'il y a une crainte évidemment, on est sur un espace secret, production d'une arme secrète. La crainte des détenus à Dora, c'est évidemment d'être massacrés à la fin pour qu'on étouffe les informations sur ces fusillés sur lesquels ils ont travaillé. Donc il y a cette logique de préparation au moment de la libération, éventuellement prendre les armes pour pouvoir se défendre, faire quelque chose à ce moment-là. Et tout ça est un peu annihilé au moment des arrestations de novembre 1944 parce que tous ces groupes sont décimés et arrêtés, internés à la prison de Dora, au bunker ou dans la prison de Mauthausen, vont subir des interrogatoires jusqu'au moment des évacuations. Oui, j'ai une question. À propos justement des événements qui avaient lieu en France à ce moment-là, la libération, tout ça, est-ce que les déportés étaient au courant? Est-ce qu'ils savaient? Oui, on sait par les témoignages par la presse que lisent les soldats allemands, les civils allemands qui sont à l'intérieur de ces camps. Oui. Le débarquement en Normandie, notamment le 6 juin, il est en première page. Alors, eux, ils ne parlent pas de débarquement, ils parlent d'invasion, évidemment. Hein. C'est la même logique. Mais voilà, c'est communiqué, ils ne peuvent pas faire autrement, évidemment, c'est communiqué aussi en Allemagne. Donc, par la radio aussi, hein, il y a souvent la radio dans les camps. À Dora, c'est un élément qui est très présent, qui revient. Et les radios clandestines aussi, à Buchenwald, des déportés ont réussi à construire un récepteur radio et à pouvoir écouter la radio allemande, éventuellement la BBC, ce qui permet d'avoir des informations. Et on voit que oui, malgré les communications de l'époque, et la situation à l'intérieur des camps, en fait, on se rend compte que très très vite, ces informations primordiales, le débarquement en Normandie, la libération de Paris, mais aussi, où là, ça leur met un coup au moral, la contre-offensive allemande dans les Ardennes, hein, en décembre 1944, où là, autant vous dire, pour certains déportés qui espéraient une libération avant la fin 1944 ou moins rapidement, ça leur met un coup au moral. Ces informations, elles arrivent très très rapidement. Hein. Dans les témoignages, notamment au camp de Vida, qui est une autre dépendance de Dora, un petit camp dans cette petite ville de Vida, et c'est le commandant du camp, qui est un type de la Luftwaffe, qui leur annonce le 6 juin, plusieurs déportés le rapportent, hein, donc on peut penser que c'est un événement qui les a marqués, évidemment, c'est lui qui leur annonce le débarquement le 6 juin 1944 en Normandie. Donc ouais, les informations, elles arrivent malgré tout en fonction des... Dans la pagaille de ces marches de la mort, des évacuations des camps, de l'arrivée, des Américains d'un côté, des Russes de l'autre,
Comment est-ce que la répartition des prisonniers s'est faite? Est-ce qu'il n'y a pas des prisonniers qui sont partis en Russie au lieu d'être menés aux Américains et aux Anglais? Alors, cette question du sort, notamment des disparus, évidemment, et de cette éventualité que certains déportés aient été emmenés en Union soviétique à partir de 1945, elle ressort beaucoup dans les dossiers, hein, parce que c'est une information qui vient vite aux oreilles des familles et sur laquelle les familles vont se raccrocher assez rapidement, qui dans le contexte de l'après-guerre pourrait être une possibilité, hein, quelque chose d'éventuel. De ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui s'est passé en 1945 côté soviétique, les déportés qui ont été libérés côté soviétique, soit très rapidement, ils sont renvoyés secteur américain, c'est notamment le cas dans la région de l'Elbe. Les Russes et les Américains se mettent d'accord pour organiser des transferts sur le fleuve pour que les déportés passent de l'autre côté. Et puis les déportés qui sont libérés en zone soviétique, c'est le cas des déportés français libérés à Auschwitz en janvier 1945. Alors évidemment, le temps de rapatriement va être très très long parce que la guerre continue et c'est la priorité des Russes de les renvoyer en France. Souvent, ils vont même rester à Auschwitz pendant très longtemps. Et le processus de rapatriement se fait par le port d'Odessa. C'est-à-dire qu'on organise le transfert via le port d'Odessa et on voit arriver ces déportés au port de Marseille où il y a un centre de rapatriement qui est installé par le ministère et ce sont souvent des rapatriements tardifs, fin juillet, voire août 1945, beaucoup plus tard que la majorité des autres. Les Russes sont emmenés chez eux dans des camps d'internement, essentiellement, pour ce qui concerne la France, des militaires, c'est-à-dire des gens qui s'étaient engagés dans l'armée allemande, des Français, des gens de la LDF, et puis principalement, ça a touché des Alsaciens-Mosellans, pour beaucoup, malgré eux, hein, qui avaient été enrôlés de force dans l'armée allemande. Les Russes n'avaient pas fait forcément la différence, se retrouvent là-bas. Mais dès 1945, il y a des procédures engagées entre le service français et le ministère pour identifier ces gens et les rapatrier le plus rapidement possible. Pour résumer tout ça, pour avoir examiné un certain nombre de parcours de dossiers, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore identifié un déporté, soit qui serait décédé dans les années 50, 60 en Union soviétique et qui n'aurait pas pu rentrer, soit un déporté qui serait rentré des années après la guerre, après la libération. Donc ce fait, il n'est pas établi historiquement, on n'a rien pour le prouver et l'établir. Alors je sais par contre, par expérience, parce qu'on le voit dans les dossiers de ces disparus, que évidemment c'est un espoir qui se propage dans les familles, sur lesquelles vont se raccrocher les familles, ce qui paraît légitime. Surtout qu'il faut aussi savoir que à ce moment-là, tous les profils sont bons, et vous avez certaines personnes qui vont transférer ces informations aux familles. On voit dans ces dossiers les familles qui écrivent « J'ai vu un radiesthésiste qui est venu à la maison, et avec son pendule, il m'a dit que mon fils, mon père, était dans telle ville en Russie, en Ukraine ». L'administration française, elle lance des enquêtes, elle contacte les services en Union soviétique, elle demande de vérifier. On nous a dit que tel déporté serait éventuellement dans tel village de l'Union soviétique. Et jamais on a vu un résultat probant. Il y a eu des affaires, des jugements après la guerre, parce que les gens vendaient des informations, il faut savoir, aux familles. Enfin, c'est allé jusque-là. Ça transparaît dans certains dossiers. Je peux témoigner effectivement. Une dernière intervention. Oui, je peux témoigner effectivement la tante de Jean Semélier, donc, qui faisait partie donc, des déportés à Heinrich, allait voir une voyante et était persuadée, elle avait eu des informations en ce sens certainement, que son neveu était parti en Union soviétique et avait épousé une Russe, etc. Et peut-être moi j'ai une question futuriste. Est-ce que vous utilisez, et est-ce que c'est un bon moyen, ou est-ce que l'intelligence artificielle pour scanner les documents, avoir des comptes rendus, etc., ou pas encore? Est-ce que c'est une bonne piste, ou est-ce que de toute façon voilà, ça va nous avaler comme tout le reste, mais est-ce que vous l'utilisez déjà peut-être ou... On commence à tâtonner, à y venir avec beaucoup de réserve. Il y a des côtés qui peuvent être très intéressant sur l'identification des photos. Par exemple, des photos de groupe. Si on a, par exemple, on a une base de données à la Fondation de la Résistance avec plusieurs milliers de photos. Si on nous transmet une photo de groupe, d'un groupe de résistants, d'un groupe de maquisards, et qu'on veut identifier, mais qu'on n'a pas les moyens d'identifier, ou des fois on a un ou deux sur cette photo par les familles, mais on ne sait pas qui est autour, l'intelligence artificielle, elle nous permettrait de
de faire une recherche dans cette base de photos et de pouvoir identifier éventuellement les gens qui sont sur cette photo et de manière assez précise et efficace. Ça fait partie des outils qui peuvent être intéressants. Il y a aussi le fait d'être confronté à des on reste humain et parfois on est confronté à des fonds qui sont colossaux. Je pense parce que Jean-Michel Douzé dont je parlais a beaucoup travaillé sur les rapports d'évasion des aviateurs et des soldats anglais partis de France qui sont débriefés une fois qu'ils arrivent en Angleterre très rapidement, soit pendant l'occupation, soit après leur libération s'ils ont été faits prisonniers. Et des fois ces rapports, alors déjà il y a 9000 soldats britanniques qui ont été exfiltrés de France, donc déjà ça fait imaginer, ça fait 9000 rapports, et de temps en temps vous en avez qui sont très locales parce qu'on leur demande de donner les adresses, les noms des personnes chez qui ils ont été hébergés, enfin, tout ce qui s'est passé pendant leur hébergement, l'expliquer le convoiement jusqu'aux gares, jusqu'à la frontière espagnole, enfin tout ce qui s'est passé pour identifier les personnes qui les ont aidés évidemment. Donc certains rapports font plusieurs centaines de pages et vous ne pouvez pas humainement traiter ces informations et l'intelligence artificielle elle peut permettre d'aborder ces rapports, cette masse d'archives de manière un peu plus globale et il faut voir ce que ça peut donner. Alors, si nous voulons, peut-être une dernière question, si nous voulons partager un petit verre de l'amitié et du souvenir, et puis je voulais vous dire 2 mots sur... Mais allez-y, posez votre question. Moi, c'est pour vous, du coup, cette question plutôt, parce qu'au début, vous mentionniez l'ensemble des œuvres dans lesquelles étaient mentionnés vos troupes. Et en fait, comment vous en avez eu connaissance? Vous êtes tombé dessus par hasard? Comment est-ce que vous savez que votre troupe est mentionnée dans ces différents ouvrages? Alors, c'est des histoires... c'est des histoires un peu incroyables. Au départ, on a un petit trésor familial, je dirais. Il y avait une petite caisse qui contenait différents livres, donc ce sont les plus anciens. Et donc là, je n'ai juste fait que référer. Mais après, il y a eu quand on a fait le site Jacques Houdin Résistant il y a 10 ans, on a mis une adresse mail et du coup il y a des gens qui ont contacté, par exemple je ne le cite pas, mais David Alliot ici présent, l'auteur de La Carlingue, qui a signalé que dans une caisse, il m'a dit laquelle, à la préfecture de police, il y avait des documents sur Jacques Houdin. Et donc on est allé les voir, et pas du tout, bien sûr c'est totalement indépendamment, mais forcément Jacques Houdin est cité dans La Carlingue. Après, on a vu une émission de télévision où il y avait à l'époque Viviorca, qui a aussi parlé de défense de la France. Donc on a acheté les livres, puis on a regardé, et puis on a trouvé, voilà, c'est un peu, ça se passe comme ça. Je fais un petit complément sur l'intelligence artificielle, après je vous dis 2 mots sur l'association quand même. J'ai fait une recherche, je suis pas très forte en intelligence artificielle, mais j'ai demandé à ChatGPT récemment de me trouver des informations sur Jacques Houdin, mais sans utiliser le site Jacques Houdin Résistant. Ça, je sais bien, c'est nous qui l'avons fait, hein, donc voilà. Et quand même, il y a eu quelques sources que j'ai pas encore fouillées, mais qu'on ne connaissait pas. Donc voilà. Je pense que l'intelligence artificielle, elle empêche souvent de réfléchir, mais là, elle apporte et elle se trompe. Mais je pense que pour un historien, de toute façon l'historien il va croiser 3 fois les choses avant de prendre la chose pour argent comptant. Et je pense que ça peut, oui, aller chercher à beaucoup d'endroits. Et après, on doit faire ce travail, bien sûr, de vérité, etc. Je dis un mot sur... Non, voilà, comme ça c'est bien. Ah oui, c'est ça. Alors, je voulais juste vraiment vous dire quelques mots sur cette association qui est toute jeune, puisqu'on l'a créée cette année. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi tout d'un coup l'association? En fait, bon, ça fait une dizaine d'années que, justement, on a, de façon un peu personnelle ou familiale, voilà, on a pensé à Jacques Houdin et on a essayé d'œuvrer pour le souvenir de notre oncle. Et puis, en 2025, quand même, c'est les 80 ans de sa mort, donc on a été un peu plus proactif, donc il y a eu des conférences, des commémorations, etc. Et on a pas découvert, mais on a pris conscience, on va dire, de 3 choses principales. D'abord, on s'est rendu compte à quel point la transmission était importante pour les générations suivantes, qui sont en recherche de modèles et de héros, donc autant leur donner des bons modèles que des mauvais, je pense.
Et donc toutes ces figures héroïques qui sont... attendez, je crois que j'ai une petite diapo qui va bien si je me trompe. Non, c'est l'autre côté. Voilà. Donc la transmission aux jeunes générations pour avoir des personnages peut-être plus accessibles, moins connus, hein, et inspirants. Et au cours de cette année aussi, moi j'ai rencontré dans les choses qu'on a organisées, beaucoup de personnes qui poursuivent, et je sais qu'il y en a parmi vous, cette même quête de l'histoire. Et en fait, je trouve que c'est assez fructueux de pouvoir échanger, se retrouver, se passer les contacts, etc. Et voilà, on s'est dit peut-être qu'on pouvait aller dans ce sens-là. Et puis aussi, dans notre famille, on s'est dit que c'était temps d'étoffer cette démarche il était temps d'étoffer cette démarche qui au début était plutôt familiale, pour qu'elle s'inscrive dans une certaine pérennité et qu'elle prenne une ampleur qui puisse l'aider à être successful, à réussir les démarches qu'elle entretient. Alors, c'est pour ça que donc on a fait, dans cet élan familial, on a créé cette association. Alors évidemment, elle est centrée sur la promotion du souvenir, des recherches, etc. de Jacques Coudin, mais pas que. Et en fait, il y a on envisage deux sortes de manifestations, entre guillemets. Évidemment, ça va nous permettre de mener des démarches pour accroître la notoriété de notre oncle et pour lui redonner la place qu'il mérite dans les lieux publics, les rues qui ont disparu, etc. On va aussi poursuivre les recherches, on va pouvoir rencontrer, on pouvait le faire avant, mais ça donne plus de volume, plus de poids, des personnes, des sujets qu'on a identifiés qui sont adjacents, et c'était intéressant sans doute de rencontrer des gens qui cherchent de ce côté-là. On étudie l'opportunité d'une publication. Alors, est-ce que c'est une bande dessinée? Est-ce que c'est une biographie? On est très stimulé pour faire une biographie, mais enfin, c'est quand même pas une chose évidente. Peut-être un nouveau film, parce que le film, pour ceux qui l'ont peut-être regardé, la dernière question, c'est mais où est Jacques Coudin? Mais c'était il y a 10 ans. Et maintenant, on sait où il est, donc il faudra peut-être mettre à jour le film. Et on a eu aussi la chance, je dis juste un petit mot parce que sa fille est là, on a eu la chance de rencontrer une personne qui a servi sous les ordres de Jacques Coudin dans la Résistance, qui est maintenant décédé, Jean-Pierre Bourbonnais, et qui a pu témoigner, qu'on a rencontré il y a 6 ans, et qui a pu témoigner. Donc il y a eu des choses qu'on a apprises entre-temps. Bien sûr, l'association aura à cœur de commémorer le 8 avril, le jour de sa mort, bien sûr. Et puis, il faut qu'on refonde le site internet, puisqu'il faut qu'on arrive à stocker les documents dessus, avec bien sûr, une condition d'accès, mais et le blog aussi. Voilà. Donc ça, c'est un des projets. Donc ça, c'est centré sur la mémoire de Jacques Coudin, mais l'association, elle aura toujours une volonté de partage et d'ouverture, parce que sinon, c'est un peu étriqué, et c'est tout à fait l'esprit, en fait, de cette première soirée. C'est-à-dire qu'à partir d'une focalisation sur le parcours de Jacques Coudin, elle nous permet quand même de comprendre le fonctionnement, la fin du système concentrationnaire, les marches de la mort, etc., avec cette illustration donnée par notre oncle. Et donc cet objectif d'ouverture, on voudrait le traduire en poursuivant des conférences, si nous sommes toujours accueillis dans cette belle institution. Alors je ne veux pas trop dévoiler, mais on a un bon contact sur un historien de la Fondation de la Résistance qui pourrait nous parler de défense de la France. Donc là, ça peut, bien sûr c'est Jacques Coudin, mais il y a 1000 questions, et je sais qu'il y a beaucoup aussi des gens qui connaissent et qui ont des parents, qui ont eu des parents. On pourrait aussi se laisser tenter par la découverte des sombres coulisses de la Gestapo. Il peut y avoir aussi des visites à thème. On voulait notamment aller à la Coupole. La Coupole, c'est l'endroit qui était destiné à tirer les fusées V2 qui étaient fabriquées à Dora. Donc voilà. Ça, c'est les projets pour l'année prochaine, mais les autres années aussi, parce que ça fait des choses à faire. Il y aura une assemblée générale qui va se tenir au premier trimestre, où là, on va compléter le bureau et programmer les actions, parce que c'est vraiment tout, c'est la première fois qu'on fait cette opportunité. Alors, vous allez me voir venir. Évidemment, plus on est nombreux dans l'association, plus on va avoir de poids pour faire aboutir des démarches ou pour organiser des rencontres tout à fait enrichissantes. Alors, adhérer pour nous, pour notre famille, c'est un signe de soutien et d'intérêt, mais c'est pas forcément un engagement à
à contribuer concrètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souhaitent pas participer, qui sont intéressés par le sujet mais qui souhaitent pas participer, soit parce que géographiquement ça convient pas, ou bien physiquement ils ont moins de ressources, mais qui sont quand même intéressés. Donc voilà, si vous avez comment dire, le sujet et la façon de le traiter vous intéresse, n'hésitez pas, même si vous ne pensez pas que vous allez contribuer à faire je ne sais quelle activité tous les week-ends, que vous allez aider, etc. Et alors donc c'est pour ça qu'on vous propose d'adhérer dès maintenant. Mais il y a vous avez un bulletin d'adhésion sur le siège. Vous mettrez un montant à la mesure de votre enthousiasme et de vos encouragements. Et puis ça c'était un peu plus personnel. J'ai voulu faire une petite surprise parce que pendant les différentes conférences, souvent, les gens me disent « Ah, mais alors vos recherches, vous faites comment? Et puis, comment vous faites pour que... » Parce qu'on est 25 de la famille Houdin, mais il y a 150 cousins. Donc, comment vous faites pour que les cousins, ça les intéresse encore, etc. Bon, alors je répondais comme ça. Et je me suis dit que pour le lancement de l'association, j'ai décidé de prendre le temps de rédiger... Alors, c'est tout, c'est vraiment très humble, hein, mais les points principaux de ma démarche, illustrés avec des exemples. C'est simplement un partage de votre pratique, mais peut-être qu'il y a l'intérêt d'être écrit, hein, puisque quelquefois on fait les choses un peu intuitivement. Et je l'ai vécu, hein, et j'espère que ces pratiques pourront compléter vos propres façons de faire. Donc c'est un petit livret tout simple. Alors il est numéroté de 1 à 100, donc ce sera pour les 100 premiers adhérents. Et donc si vous avez apprécié cette soirée, si elle vous a apporté des connaissances intéressantes, si elle vous a apporté de l'énergie, si vous trouvez que vous avez envie de poursuivre avec nous, avec notre famille, ou bien que vous voulez simplement encourager une cause qui vous semble pertinente, donc eh bien, vous n'hésitez plus. Pour ceux qui sont sur Facebook, ils écrivent à mémoire.jacqueshoudin, et on leur donnera tout ce qu'il faut pour donner suite. Et puis ceux qui sont présents, eh bien, j'ai une de mes sœurs, Sophie, qui va, avec son mari Bertrand sûrement, qui vont pouvoir prendre vos adhésions. Merci beaucoup de votre soutien pour cet élan de mémoire. Merci aussi, au revoir et merci aux auditeurs de Facebook. Merci de vous être connectés. La conférence, elle va être encore disponible pendant 2 semaines. Je viens d'apprendre, Laurent Thierry vient de me dire ça. C'est donc sur la page Facebook du livre des 9000 déportés de France passés par Dora. Je ne sais pas, je me trompe dans le libellé. On le trouve très facilement, donc on peut éventuellement, s'il y a des personnes, vous avez des gens de votre entourage qui vous disent « Ah, dommage, tu n'étais pas là, etc. » Vous pouvez toujours aussi revoir le film, bien sûr, sur notre site. Et puis, merci les gens de Facebook. Et puis pour les autres, on peut se retrouver dans le vestibule pour le verre de l'amitié, qui est lui aussi servi par... mon mari qui est déjà parti et mon fils, voilà. Et merci beaucoup de votre présence. Vous êtes des profils très différents. Il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ont vécu des choses avec Jacques Houdin, etc. Et c'est vraiment c'est une grande joie pour nous de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup et merci encore.